Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que j'ai lancé récemment. En effet, après presque un an d'existence du podcast, je me suis rendu compte de quelques manques entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant évidemment pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques, avec vidéo à l'appui, sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires, et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin, parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretdukayak.org en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Aujourd'hui, j'interviewe Patrick Lancereau, 5e aux Jeux Olympiques d'Atlanta en K 2000 mètres. On revient sur son parcours, son entraînement pluridisciplinaire et sa vision du kayak. Je vous préviens, c'est un épisode exceptionnel. J'espère donc qu'il vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Patrick et ses secrets. Salut Patrick, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, Rudy, ça va bien. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir puisque j'entends parler de toi à chaque entraînement, comme je te disais hors antenne quand je suis au téléphone. J'ai un copain qui est à chaque fois me dit relâche-toi, fais comme Patrick Lancereau. Et donc ça faisait un moment que j'essayais de t'avoir sur le podcast. Et donc je suis très content de t'avoir aujourd'hui là-dessus. Je voulais revenir donc un petit peu sur ton parcours, ta carrière. Quand est-ce que tu as commencé le kayak, toi? T'avais quel âge? C'était où? Comment ça s'est passé? Bon, déjà, c'était déjà bizarre de se trouver contacté pour faire un podcast parce que bon, le kayak c'est très loin derrière moi. Donc moi j'ai commencé le bateau donc vers 10 ans à peu près. Il y avait une petite MJC qui était dans mon village à Èvre, dans une petite commune. Et puis j'ai commencé comme ça avec le club où la MJC avait 3 bateaux, 2 canoës et un kayak. Et puis voilà, on a fait un petit campement. Et puis j'en faisais une fois par mois de temps en temps. Voilà, c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier. Et puis au bout d'un an ou deux, j'avais le copain de ma sœur, petit Jean-Pierre, qui m'a un peu poussé à aller m'inscrire au club de Tours. Donc le Tours, c'est à quoi? À 15-20 kilomètres de chez moi. Et puis de fil en aiguille, j'ai progressé progressivement avec le club de Tours, donc gravi des petites étapes. Et en fait, si on veut faire court, j'ai commencé le kayak et j'ai vraiment adhéré à cette discipline, l'eau, la nature. C'est vraiment cette approche de la discipline qui était intéressante. Et j'ai pas eu un objectif vraiment de faire la compète pour faire la compète. C'est plutôt Jean-Pierre qui m'a un peu poussé. Et puis j'ai progressé par palier, voilà. Donc avec le club de Tours et voilà. Alors pour dire en fait, le club de Tours, il s'est un peu spécialisé en course en ligne, mais avant c'était un club qui faisait pas mal de choses différentes et beaucoup de rivières et la course en ligne c'était on va dire 50-50 quoi, avec la descente de rivière. Donc moi, à 10-12 ans, j'ai navigué avec les grands du club. Et en fait, j'avais un plaisir et bon, des fois, on m'a fait pleurer sur des rivières qui étaient un peu dures, mais c'était très formateur parce que quand tu es sur une rivière, tu as des gros passages, que tu te cailles, voilà, tu t'endurcis. Et je pense que passer par ce stade-là, c'était intéressant. Et, au niveau du club, en fait, j'ai progressé avec les courses régionales. Après, un petit peu, il y a les championnats de France. C'est venu progressivement, en fait. Il n'y a pas vraiment eu de dire, allez, à 15 ans, tu veux vraiment faire tel truc. Non, non. C'est vraiment venu par palier, quoi. Et voilà. Quand tu disais que tu pleurais sur des descentes, c'est parce que en fait,
Moi, j'y connais pas grand-chose en descente. C'est que Bah, en descente, le passage était compliqué et toi, tu voulais pas y aller. On disait oui. si, faut y aller. Ah bah oui, parce que quand tu te prends un vol, que tu nages dans l'eau froide et qu'on dit maintenant tu remontes et tu refais le passage, quand tu arrives sur un truc classe 3 ou classe 4 et que tu as 12-13 ans, c'est un petit peu raide, quoi. Moi, j'avais fait le chemin de France en 80, en cadet. En cadet, donc j'y allais avec une jeune fille aussi qui était aussi cadette. On te met en haut de la rivière, tu connais pas la rivière et on te dit on va te récupérer en bas. Quand tu es cadet, l'Isère, je sais pas si ça te parle, toi, Oui, l'Isère. oui, je vois, je Et vois ben bien. l'Isère, c'est une rivière que je ne connaissais pas et on te met en haut de la rivière et non encadré, quoi. C'est-à-dire que moi, quand on était cadet, j'étais tout seul à courir et tu descends la rivière et tu la découvres. Donc c'était chaud quand même des fois, mais c'était sympa, quoi. Je veux dire, voilà, ça endurcit un petit peu le physique et le mental, quoi. J'allais te dire, Et, c'est hyper formateur ça, parce qu'en fait, tu connais pas la rivière, donc t'es obligé de t'adapter aux éléments, quoi. ouais, mais même à un point, il y avait un magazine qui existe encore qui s'appelait Canoë Kayak Magazine. Et en fait, moi, ça m'arrivait d'essayer d'éplucher le topo des rivières. Et je sais que j'avais fait la Vézère et j'étais censé suivre un bateau et le bateau s'est planté juste devant moi, avant un, je sais plus comment ça s'appelait. Enfin, les noms de rivières sont souvent évocateurs enfin, ça fait flipper, hein. Et le bateau se plante devant moi, donc je me retrouve devant. Et en fait, sans savoir ce qui allait m'arriver. Je savais juste un truc, c'est qu'il fallait commencer d'un côté et finir au niveau des différents passages de l'autre côté. Donc, j'ai dit, allez, je commence un côté. Si je vois que ça se passe bien, c'est que je suis dans la bonne voie. Et puis après, je finirai comme ça. Voilà, c'est des anecdotes un peu spéciales, quoi. Tu disais tout à l'heure, quand tu as commencé dans ton petit club, il y avait que 3 bateaux, il y avait un kayak et 2 canoës. Est-ce que ça veut dire que tu as fait aussi du canoë? Ah, en fait, je dirais que j'ai fait du canoë-kayak, hein. Parce que enfin, comment dire, bon, au niveau de la UJC, c'était très pépère. Mais pour donner, en fait, en cadet, en minime, j'ai fait du kayak. Après, en cadet, et donc le gars qui m'a un peu coaché quand j'étais jeune, Jean-Pierre, il m'a dit, ce serait bien que tu fasses du canoë parce que le canoë, il y a peut-être moins de monde et s'il y a moins de monde, tu pourras peut-être plus facilement te performer. Bon, voilà, c'était une théorie comme on veut. Et donc, en fait, je me suis mis à faire du canoë, donc du canoë de course en ligne. Et j'ai commencé au mois de novembre. Donc, quand tu commences du canoë au mois de novembre et que tu prends des bains, parce que c'est quand même le canoë, c'est plus dur que le kayak parce que tu es un peu plus haut, donc centre de gravité plus haut. Donc, j'ai persévéré, disons que j'ai fait du C1. Et en cadet première année, sur un championnat de France, je crois que c'était Mulhouse, je courais en C1, je courais en K4 avec les autres gars du club. En C1, ouais, je sais plus ce que j'avais fait, hein, j'ai dû m'arrêter en demi-finale. Et en K4, on fait champion de France. Donc en fait, je faisais du canoë et du kayak sur une même course. Ah Donc ouais, mais voilà. et est-ce que tu as fait du slalom aussi? Parce que là, on parle descente, Et donc donc, course en ligne. si on veut aller par là, la même année en cadet, première année, je suis allé aussi faire les championnats de France. C'était à l'époque sur l'Ubaye. Donc c'était combiné, c'était descente et slalom. Donc en Ah fait, ouais. tu vois, je faisais du C1, du K4, donc du kayak en course en ligne, de la descente en kayak, du slalom. Donc voilà, sur l'Ubaye. Et après, en cadet deuxième année, pareil, j'ai fait de la course en ligne. Donc là, après, j'ai arrêté le canoë parce que j'ai vu que en canoë, c'était un peu. Enfin, non, je continuais. Non, je dis des bêtises en cadet. J'étais toujours en C1. Je faisais du K2. Oui, c'est ça. Je faisais du K2 avec un équipier et du C1 en individuel sur un même chemin de France. Et on a dû être on a été champion de France en K2 et en C1, ou je sais pas, ça m'a pas marqué donc les résultats, quoi. Et après, j'ai vu que oui, quand C1, quand canoë, j'étais pas super performant, donc j'ai arrêté et j'ai fait que du kayak, quoi. Et en cadet deuxième année, j'ai fait les championnats de France en descente. Et en descente, je fais deuxième, tu vois. Donc, à la fois, j'étais médaillé en course en ligne et en descente. Donc, j'étais Ah assez ouais. polyvalent, quoi. C'est ce que j'allais te dire. J'allais dire, t'avais une polyvalence,
Là, pour avoir interviewé, tu es mon 51e ou 52e épisode. Franchement, tu as une polyvalence assez incroyable. Hein. Là, slalom, descente et canoë. Il y a slalom, descente et kayak, course en ligne, mais rajouter le canoë. Là, c'est Ouais, vraiment, mais en fait, c'est pour ça qu'en fait, je pense, je fais partie des gens qui ont fait un peu le tour de la discipline et encore, il y a d'autres trucs. Hein. Ben, j'ai fait un peu plus tard, quand j'étais plus vieux, du kayak polo en championnat de France. Le kayak de mer, je l'ai essayé, mais vraiment sur le tard, là, quand j'ai arrêté le bateau après. Mais c'est vrai que le canoë-kayak, c'est super riche. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur un milieu déjà naturel. On a une accessibilité, donc c'est vraiment une activité qui est très formatrice, qui est plaisante. Enfin, je veux dire, moi j'adore. Enfin, j'ai adoré. J'adore plus parce que j'en fais plus, mais j'ai adoré et ça m'a énormément apporté. Et donc oui, pour en venir au niveau de mon historique, donc quand cadet, ça devait être en cadet deuxième année, ça devait être en 1982. Je faisais à la fois de la descente et de la course en ligne. Après, en 83, je crois que c'était 83, donc junior première année. Je pense que j'étais remonté un peu comme une pendule et donc en junior première année, je me retrouvais, je pense à peu près dans les 2, 3 meilleurs juniors. Mais bon, il y en avait un qui était vraiment au-dessus du lot, qui faisait l'individuel. Et en fait, j'étais techniquement difficilement associable avec les pourquoi? équipages parce que en fait, j'avais un gros physique. Physique dans le sens condition physique, hein, pas physique. Ouais, mais de ta légende, de ce que j'ai entendu, tu avais une capacité aérobie, tu avais vraiment une caisse importante. En fait, ce qui se passe, c'est que pour moi, le kayak, c'était bon. Il y avait l'objectif de compète, mais sans vraiment dire je veux faire tel truc à tel moment. C'était vraiment, j'avais un plaisir de naviguer. C'était une passion, un besoin, quoi. Et donc, quand j'allais au lycée, j'habitais à peu près à 10-15 kilomètres du lycée. Donc, j'allais de chez moi en vélo au lycée. L'autre midi et deux, j'allais courir 10 bornes. Je me douchais rapidement. Et le soir, j'allais au club en vélo toujours, naviguer et je rentrais chez moi. Donc, il y avait des jours où je me tapais 25 bornes de vélo, 10 bornes de course à pied et une séance de bateau en plus. Donc, quand tu as 16, 17, enfin 17 ans, je veux dire, je pense que voilà, tu donnes à ton corps une grosse condition physique, des grosses capacités, peut-être au niveau aérobique, quoi. Et par contre, techniquement, en fait, j'étais dans aucune structure, j'ai juste la structure club, j'avais pas vraiment d'entraîneur. C'est-à-dire que voilà, il y avait des gens qui me coachaient un petit peu, mais c'était pas structuré comme ça l'est au niveau des clubs. Et donc techniquement, j'étais pas si génial, quoi. Enfin, je vois les photos maintenant, je me dis putain, mais comment je pouvais avancer en pagayant aussi mal, quoi. Et donc Parce qu'à l'époque, il y avait pas vraiment de structure pour les athlètes en devenir, comme tu étais déjà vice-champion de France non, mais en en fait, descente ou autre. les sports études, des choses comme ça m'intéressait pas. J'étais bien là où j'étais, voilà. Et puis j'étais peut-être pas dans le moule, je sais pas. Et je sais qu'en junior, il y a eu des grosses discussions parce que bon, cette année-là, il y avait à l'époque, on appelait ça les championnats d'Europe, donc c'est l'équivalent des championnats du monde junior. Et j'ai été sélectionné, pas pour cette course-là, mais pour d'autres courses, une course inter ou pas. Ouais, j'avais fait quoi? J'avais dû faire en Danemark et puis une course, je sais plus, ou peut-être en Allemagne. Mais en fait, c'était surtout on me sélectionnait pas parce que techniquement, j'étais difficilement associable avec d'autres bateaux pour faire des équipages, quoi. Et puis en plus, j'étais issu du club de Tours, qui n'était pas, par rapport au gros club, très puissant. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait aussi cet aspect-là. C'est-à-dire que quand tu fais partie, je prends l'exemple à l'époque, c'était Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer qui était que course en ligne. Tu étais athlète de course en ligne de Boulogne-sur-Mer, tu avais plus d'appui que si tu étais athlète du club de Tours. À l'époque, c'était un peu ça. Mais bon, je sais qu'on m'avait récupéré, on m'a fait faire un stage à Duisbourg. Et il y avait à l'époque, c'était Alain Lebas, qui était pas entraîneur de l'équipe de France junior, mais qui a été sollicité pour essayer de voir si j'étais, enfin, pour trancher, quoi, pour dire bon bah oui, il faut l'emmener, il faut pas l'emmener. Et en fait, bon, j'ai pas été sélectionné pour les championnats d'Europe, même si j'étais plutôt dans le haut du panier, parce que techniquement j'étais difficilement associable, quoi. Et je sais qu'à l'époque, on m'appelait la rivière, tu vois, pour te dire. Pourquoi la rivière? Parce que tu tapais sur l'eau.
Mais non, c'est parce qu'en fait, j'étais un peu plus pluridisciplinaire et que j'étais pas que course en ligne. Et, et je pense, dans les années, ouais, voilà, 80, 85, il n'y avait pas beaucoup de gens, il n'y avait pas trop de ponts. C'est-à-dire qu'il y avait la course en ligne, les gens étaient issus de la course en ligne, d'un club de course en ligne, ils faisaient de la course en ligne du début à la fin. Les gens qui étaient dans des clubs où ils faisaient la descente, ils faisaient la descente. Et en fait, c'était des mondes qui se côtoyaient pas tant que ça. Et je pense que je fais partie des gens qui ont un peu ouvert les portes. Et après, il y a eu d'autres personnes. Il y a eu des gens comme Sabine Canines. Il y a eu Babac, qui lui était issu d'un club de descente de Strasbourg et qui a fait de la course en ligne et qui a fait une belle carrière. Il y a eu aussi Pierre Lubac. Et Pierre, en fait, on s'est retrouvés un petit peu en même temps, quoi. C'est-à-dire que lui, il était issu de la descente, du club de Tournon. Et puis, elle se mettait à la course en ligne, puis voilà. Et puis à la fin, on s'est retrouvés à finir. Enfin, moi, j'ai fini ma carrière avec Pierre, quoi. Donc c'est est ce que j'allais dire justement, est-ce que comme tous les deux vous veniez de la descente, est-ce que le K2 s'est fait plus facilement, l'association s'est fait facilement? Pas du tout. Non, 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 c'est pas du tout c'est pas le fait de notre passif qui a fait qu'on a fait un K2. C'est pour d'autres raisons, quoi. Et en fait, d'avoir pratiqué d'autres disciplines comme la descente, comme le slalom, et puis voilà, ça m'a, comment dire, ça m'a formé. C'est-à-dire que j'étais un petit peu par rapport aux autres beaucoup plus bricoleur. C'est-à-dire que j'étais beaucoup plus apte à modifier mon matériel, modifier un truc sur ma pagaie, modifier mes calages, modifier, je veux dire, mon système de cale-pied. Et j'étais un système de cale-pied un peu particulier, très ergonomique. Bon, il y en a, ils s'en foutaient. Donc j'ai toujours été beaucoup plus bricoleur que les autres personnes de l'équipe de France en course en ligne, parce que en descente, en fait, c'est des mentalités différentes. Maintenant, je sais pas, mais c'est simple. Quand tu fais de la course en ligne dans un club de course en ligne, c'est le club qui fournit ton bateau. Donc, il fournit ton bateau, ta pagaie, et puis voilà, t'as pas de problème à te poser. T'es cadré par le club. Quand tu fais de la descente, que tu as cassé ton matériel, et puis que le lendemain, tu as une course, et ben tu répares, tu prends ton pinceau, ta résine et tu répares ton bateau, quoi. Donc on est dans une démarche différente, quoi. Et ça m'a suivi tout le temps. C'est-à-dire que ce côté bricoleur, ce côté gestion du matériel, en fait, j'ai navigué moi. Comment dire, quand il y a eu l'apparition des pagaies creuses, en fait, c'était très compliqué d'avoir ces pagaies parce que les fabricants en France, ils n'arrivaient pas à fournir moi je me suis fait à fabriquer moi-même mes pagaies. Donc de 80, je dirais de 89 même à la dernière année, l'année des Jeux, j'ai navigué avec une pagaie qui avait été fabriquée par un Norvégien. Mais sinon, j'ai navigué avec mes pagaies. C'est-à-dire que soit je me faisais un moule qui était proche, soit je modifiais la forme. C'est-à-dire que moi, j'avais des formes qui étaient assez particulières, quoi. Qu'elles avaient de particulière tes formes? Et ben en fait, je faisais des pagaies un peu vrillées, encore plus vrillées qu'elles sont maintenant, et même qu'elles l'étaient à l'époque, de façon à. C'est une théorie, hein, c'était une théorie du centre de point d'appui, de façon à avoir, comment dire, une explosion dans l'eau qui soit beaucoup plus progressive. C'est-à-dire, comme je disais, hein, c'est des pagaies qui permettent pas d'aller plus vite, mais de faire moins mal au bras. Et j'en suis persuadé. Hein. Mais bon, après, il y avait une approche technique aussi qui était différente. Hein. Est-ce que par la suite, les constructeurs de pagaies ont copié, entre guillemets, non, mais ça sont allés vers cette forme-là? J'ai complètement décroché par rapport au kayak. Mais quand je regarde certaines pagaies, elles vont dans le sens où j'allais. C'est-à-dire que, en fait, avant les pagaies plates, pour venir par rapport au matériel, les pagaies plates, elles étaient des pagaies en bois. Souvent, c'était Streuer. C'est des pagaies plates, voilà. Donc, en fait, on avait un moment donné, si on veut parler technique, où la pale, elle est perpendiculaire à l'avancement du bateau. Et dès on commence à être en oblique arrière, la pagaie, elle est au niveau de la projection, si on veut. C'est comme si une histoire d'ombre, on diminue la surface. Et en fait, en ayant des pagaies qui sont un petit peu tordues, ça permettait d'avoir ce centre d'appui, comment dire, une progression du centre d'appui. C'est-à-dire qu'on n'a pas une face perpendiculaire tout de suite. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a des facettes différentes. Donc, ce qui fait qu'au lieu d'avoir une explosion très, très haute et puis ça descend, ça faisait quelque chose de plus linéaire. Donc, un peu moins mal au niveau des bras, ça explose un peu moins au niveau des bras. Et puis, en fait, on est passé, surtout au niveau des pagaies, à des pagaies bois qui étaient très souples.
parce que bon, je pense que si tu as commencé. J'ai une pagaie bois si jamais j'ai une Strower que j'ai essayé, donc je vois ce que tu veux dire. Donc voilà, une Streuer, tu as une souplesse du manche qui est beaucoup plus grande que les manches carbone. Et en fait, on n'avait pas une explosion, c'est-à-dire que quand on plantait, on a vraiment l'accroche dans l'eau. La souplesse du manche évitait d'exploser les bras quelque part. Après, on est arrivé avec des pagaies creuses, avec des manches carbone, et puis les gens ont voulu de plus en plus des manches carbone très rigides, et ça explose les bras. Ça. Enfin, je veux dire, c'est une histoire de. C'est comme un cadre de vélo. Un cadre de vélo qui est en carbone et un cadre de vélo qui est en titane. On n'a pas du tout les mêmes sensations, les mêmes rendus, quoi. Donc voilà. Et moi, mon approche au niveau de la pagaie, c'était d'avoir des manches rigides, oui, mais pas forcément si rigides que ça, et d'avoir une pagaie qui rentre dans l'eau, mais en ayant une accroche progressive, quoi. C'est-à-dire qu'un point d'accroche fixe, mais une dureté progressive, quoi. Donc c'est pour ça que j'avais fait des pagaies un peu particulières, quoi. Et tu vois, je continue là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai interviewé beaucoup de kayakistes de haut niveau qui ont les épaules un peu fusillées avec la pratique du kayak. Est-ce que toi, ça va à ce niveau-là? Bah, ça va, non, j'ai pas trop de pathologie due au haut niveau. C'est peut-être dû aussi à ma façon de pratiquer le kayak, hein. C'est-à-dire que bon, on me l'a reproché, je pense, mais j'étais pas trop un adepte de la musculation. J'étais plutôt un adepte de la sensation de ce qui se passait dans l'eau, quoi. Même si en junior j'étais avec une technique, enfin, je dirais pourrie. Oui, une technique qui n'était pas vraiment géniale. J'ai progressé, mais l'objectif c'était de vraiment sentir ce qui se passe dans l'eau et puis de mettre le maximum de rendement musculaire. C'est-à-dire que si j'ai une capacité, je sais pas, à soulever 90 kilos, et ben si j'arrive à mettre 80% de ma puissance musculaire, c'est peut-être mieux que quelqu'un qui soulève 120, 130 kilos et qui est capable d'en mettre que 50 kilos, 50% dans son manche de pagaie, quoi. Donc c'est pour ça qu'en fait le toucher d'eau pour moi c'était super important à l'époque. Et quand tu dis le toucher d'eau, justement, c'est un sujet que je voulais aborder avec toi. C'est quoi pour toi le toucher d'eau? C'est d'arriver à rentrer la pagaie comme il faut, à connecter, je te dis avec mes mots de débutant, donc tu me corrigeras, mais à connecter au bon moment et justement à vraiment accélérer dans l'eau. C'est quoi pour toi le toucher d'eau? Bah, en fait, déjà, il faut comprendre que le kayak, enfin bon, ça pour quelqu'un qui fait du kayak, il le comprend bien, c'est que le point d'appui, il doit être fixe. Donc, tu mets ta pagaie dans l'eau, il doit être fixe au maximum. C'est un point fixateur et ton bateau doit aller au-delà de ce point fixateur. C'est-à-dire que si ta pagaie vient vers toi, c'est pas bon. C'est pas la pagaie qui vient vers soi, c'est le bateau qui va vers la pagaie. Tu vois l'image? Tout à fait. Et donc, en fait, je sais que on reviendra un peu sur mon historique, mais il y a une course que j'avais faite et c'était avec Olivier Lazac et on avait pété des chronos sur 500 là, en K2 et moi je lui disais mais j'avais l'impression de faire du saut à la perche, c'est-à-dire que à chaque coup de pagaie, je plantais ma pagaie et je passais par-dessus mon point d'appui. C'est-à-dire que imagine, c'est ça, c'est-à-dire que tu es face à une perche, tu plantes ta pagaie et puis tu passes par-dessus ton point d'appui. Donc en fait, il faut trouver la technique. Après, ça dépend des sensations qu'on a, du point d'équilibre qu'on a dans le bateau, enfin il y a plein de choses. Mais que lorsque l'on met la pagaie dans l'eau, c'est vraiment un point fixe. Donc après, il faut qu'elle rentre très rapidement, que je dirais à la limite écouter ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il faut pas que ça explose la flotte, il faut qu'elle puisse rentrer comme à la limite comme une lame de couteau, c'est-à-dire qu'elle rentre comme une lame de couteau dans l'eau, donc il n'y a pas de bulle d'air autour de la pagaie, il n'y a pas d'explosion et elle est de telle façon pour être fixée et on passe par-dessus son point d'appui. Enfin moi c'est comme ça que alors après facile à dire, hein, à faire c'est beaucoup plus compliqué. J'allais te dire si en fait dans l'idée c'est que quand tu mets tu rentres ta pagaie dans l'eau, t'entends pas de bruit avec l'eau en fait. C'est comme tu dis le couteau en fait comme si ça fait c'était oui, smooth. c'est-à-dire qu'en fait il faut que ça puisse rentrer. Alors je sais quand j'ai changé de forme de pagaie, mais j'ai passé un temps pas possible à l'entrée dans l'eau. C'est-à-dire vraiment c'était rentrer la pagaie dans l'eau pour que ce soit le plus fluide possible. Et en fait dans la course en ligne, on est sur un niveau plat, on est sur un truc qui est constant et tout ça. Donc les gens disent ouais c'est facile la course en ligne parce que c'était sur un plan d'eau plat, t'as juste à pagayer. Et moi j'ai toujours trouvé, pour avoir fait de la descente ou du slalom, j'ai toujours trouvé plus fin l'approche de pagayer en course en ligne que en slalom ou en descente. Ou alors on a des bateaux qui sont où on va jouer avec le niveau d'eau, on va avec les courants, avec les
Donc, c'est une approche différente. Et la course en ligne, de naviguer chaque coup de pagaie, d'essayer d'être le plus rentable et tout ça, ça demande un boulot qui est différent, quoi. Il y a avoir une approche technique qui est différente. Donc, voilà. Je reviens sur ton parcours. Alors moi, j'en suis quand t'es junior et que t'es pas vraiment pris en équipe de France. Comment ça se passe à la suite? Eh ben, comment ça se passe? Eh ben, pendant que les mecs ils vont aller courir, je sais plus où c'était à l'époque, c'était en Allemagne. Moi, j'allais vendre des fruits au bord de la route, quoi. Ok. Donc voilà. Non, mais et ça, et puis c'est pareil. Dans des échecs, il y a aussi des choses. On en retire certaines choses. Donc peut-être que j'ai une remise en cause ou j'ai des choses. Mais bon, ça a fait que j'ai pris. Enfin, je dis pas que j'ai pris du recul par rapport au kayak, mais ça m'a redonné un peu plus peut-être de hargne. Et ici, ce qui m'a rend, à part, oui, c'était Olivier Berthoud, je crois. Oui, Olivier, qui était le meilleur junior là à l'époque, parce que bon, déjà physiquement, il était grand, et lui est resté en équipe de France, et les autres de l'époque, bah finalement, ils ont pas fait une carrière très longue. Donc, de ne pas réussir en junior, bah, peut-être que ça donne envie de réussir plus tard. Hein. On va savoir, je sais pas. Hein. Donc moi après, bah, junior première année, junior deuxième année, bah, j'ai continué à faire comme je faisais avant, c'est-à-dire la course en ligne, en individuel. Si en individuel, si, bah, j'étais pas mal. Oui, si, je m'amusais bien. J'ai dû être champion de France en individuel, en équipage aussi. Et puis je faisais la descente aussi. Je crois que en descente, j'ai dû faire quatrième en junior. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que je crois qu'à l'issue de mon année de junior, je me suis retrouvé à un moment donné, en senior première année, à la fois sélectionné en équipe de France descente et à la fois sélectionné en équipe de France course en ligne. Et j'ai fait un stage de descente, l'équipe de France descente à Embrun. Et puis après, je suis allé voir le responsable des équipes de France. J'ai dit, bon, voilà, je peux pas faire les deux, c'est pas possible. Il y a un moment donné, il faut que je fasse le choix. Donc, je me désiste de l'équipe de France de descente pour ne pas prendre la place de quelqu'un. Et je vais me concentrer sur la course en ligne. Donc, je pense que c'est en junior où j'ai eu ce virage de dire, bon, ben voilà, maintenant, tu vas faire plutôt de la course en ligne, quoi. Et après, ce qui se passe aussi, c'est que bon, le club de Tours à l'époque, en fait, j'avais des équipiers quand j'étais jeune, et puis après ils ont arrêté. Bon, il y a différentes raisons, on va savoir. Et donc je me suis retrouvé un peu seul. Donc quand tu es senior première, deuxième, troisième année, que tu es seul dans ton club où t'as pas d'équipier, bah tu progresses, t'évolues, mais c'est pas pareil, quoi. Et en fait, donc comme je disais tout à l'heure, je j'ai eu la sensation de progresser techniquement, physiquement, enfin techniquement par palier. Et au niveau de mes objectifs, ça a été pareil. J'ai pas dit tiens, je veux faire les championnats du monde. Le kayak, c'était un mode de vie, c'était un plaisir de naviguer. T'as la sensation que ce soit en course en ligne, que ce soit en descente. Et ce plaisir faisait que bah, j'étais passionné, quoi. Donc, mes objectifs, ils sont arrivés au fur et à mesure de ma carrière, enfin au fur et à mesure de ma pratique, quoi. Parce que tout à l'heure, tu parlais, je te reprends rapidement, tu parlais de hargne quand tu n'avais pas été pris. C'était la hargne de performer quand même à ce moment-là ou pas? Ouais, peut-être. Enfin, là, il y a une forme de déception, puis après une envie de revenir, mais pas forcément avec l'objectif de dire que je veux aller au championnat du monde. C'était comment dire, il y a des gens qui à 15 ans disent voilà, je veux aller aux Jeux Olympiques, c'est le truc que je veux faire. Moi, je naviguais, et puis après, il y avait des gens qui étaient en équipe A. Je les regardais comme des mentors, quoi. Mais sans pas forcément dire, allez, je prendrai ta place, quoi. J'étais le plaisir de naviguer, de performer. En junior, ouais, je crois que c'était en junior pour dire aussi. J'étais, je crois, à un moment donné, triple champion régional. Donc, c'est-à-dire à la fois en slalom, en descente et en course en ligne. Donc, c'est rigolo comme truc quand même. Et puis après, comme j'ai dit, en senior première année, là, je me suis quand même plus orienté vers la course en ligne. Donc, je faisais encore un peu de la descente. Mais bon, j'ai navigué plus avec, et c'est peut-être là où j'ai progressé techniquement, c'est-à-dire que tu t'interroges, tu te dis bon voilà, faire avancer le bateau, etc. Avec les moyens que j'avais. Et donc j'étais en équipe, ce qu'on appelle équipe B ou équipe espoir à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, tu navigues,
tu fais des stages, tu fais des compètes inter, et puis tu fais partie du réservoir, mais voilà, c'était comme ça. Mais je faisais partie un petit peu des vieux, entre guillemets, parce que tu as 22, 23 ans, et puis tu navigues avec des mecs qui ont 18 ans, quoi, en équipe B. Et, et j'ai fait beaucoup d'équipage. Donc, ça m'a permis aussi de bien m'adapter avec des équipiers différents. Parce que quand tu es en équipe B, tu navigues beaucoup avec des gens différents. Tu fais un bateau pour une course, et puis tu fais un autre bateau pour une autre course, etc. Et ça, je pense que c'était très, très, très formateur. Donc, j'avais pas un équipier attitré. Quand tu es une équipe, enfin maintenant ça change peut-être, je sais pas, j'ai complètement décroché, mais à l'époque, quand tu avais un équipier, souvent tu avais un équipier pour l'année et tu travaillais beaucoup avec ton équipier, etc. Donc tu t'enfermes dans un certain carcan, etc. En étant un équipe B, j'ai navigué avec des gens différents et ça m'a obligé à m'adapter à des équipiers. Et après, je me suis aussi spécialisé en tant qu'équipier arrière, parce qu'en fait, l'équipier avant et l'équipier arrière, c'est des choses pour moi totalement différentes. C'est-à-dire que l'équipier avant, lui, il va gérer bon déjà la direction parce qu'il y a le gouvernail, mais ça c'est rien ça. Mais il va gérer une forme de rythme, de technique. L'équipier arrière, lui, il va stabiliser, il va alléger son équipier avant. Il va être là pour le porter quoi. Et donc après à un moment donné, j'ai dit ben voilà, je suis équipier arrière, je veux pas m'amuser à faire l'un ou l'autre. Et donc je pense que j'ai beaucoup navigué, j'ai beaucoup appris en étant équipier arrière. En équipe B. Et puis, en fait, j'ai navigué, je me souviens, en fait, c'était en 88, donc en 88, l'année des Jeux, et je fais une compète inter, donc c'était à Nottingham, et donc j'ai navigué avec Philippe Aubertin. C'était un jeune, mais qui avait pareil, en termes de toucher d'eau, qui était assez spécial. Naviguer avec lui, c'était assez spécial, mais j'ai pris un plaisir énorme à naviguer avec lui. J'ai appris beaucoup de choses. Et on court en 88 sur le K2000. Et comme c'était en 88, il y avait à l'époque, c'était Philippe Bocara et Pascal Boucherie, qui vraiment étaient au-dessus du lot. Mais vraiment, ils étaient 4 secondes au-dessus de tout le monde hein, au niveau international. Donc, ils devaient être champions olympiques. Ils auraient dû être champions olympiques. C'était très malheureux. Enfin, je sais pas, tu en as eu entendre parler. Oui, j'ai déjà eu Philippe et Pascal sur le podcast. Donc voilà, donc ce qui s'est passé pour eux, c'était très très malheureux. Donc ça, c'était je pense que c'était au mois de juillet quand on a couru. Et les Jeux ont dû se passer au mois de septembre ou août en 88. Et ils étaient venus courir. Donc ils n'étaient pas du tout dans le même rythme que nous. Hein. Nous, on était arrivés en voiture, en bus. Eux, ils sont dû arriver en avion parce que voilà, c'était pas le même objectif, c'était pas la même pratique. Et on a couru contre eux ou avec eux, mais c'était plutôt contre eux et ils nous en ont mis plein la tête. Et puis il y avait un autre bateau. En fait, ils étaient venus en 88 pour essayer de persuader ou dissuader les autres bateaux potentiels de les battre, de courir cette course-là en disant on est les plus forts, c'est même pas la peine de venir courir parce que vous serez derrière nous. Et donc ils gagnent avec 4 secondes d'avance, ils étaient magistrales. Et il y a un autre bateau, c'était les Américains. C'est de souvenir, je m'en souviens bien, c'était Barton Bellingham. Et nous, avec Philippe, on court et on est côte à côte, mais mano mano avec le bateau américain. Et Philippe, en fait, il jette le bateau parce que quand on est d'arrivée, on jette le bateau pour essayer de gagner 50 cm des fois. Et il jette le bateau où on le jette parce qu'on était deux, hein, donc on jette le bateau, mais peut-être 1 mètre trop tôt. Et en fait, on est troisième, mais on était mano mano avec ce bateau américain. Et 2 mois après, les JO arrivent, donc Pascal et Philippe malheureusement n'ont pas pu courir la finale, et le bateau qui gagne, c'est le bateau américain. Et là, je me suis dit, putain, j'ai couru une course où on rivalisait avec le bateau qui était champion olympique. Et puis il y avait une autre course inter où on avait battu un bateau qui était sur le podium. Et c'est en 88, je me suis dit, putain, là, t'as le niveau d'aller au championnat du monde, quoi. C'est maintenant, t'as le niveau d'aller performer avec les mecs qui sont premiers, qui sont sur le podium, quoi. Et donc, quand j'ai fait la saison 89, j'ai eu un autre état d'esprit, c'est-à-dire que le même physique, la même envie de m'entraîner, mais avec l'envie mon objectif, c'est d'aller au championnat du monde, quoi. C'est d'être dans l'équipe BA. Et donc, en 89, il y avait un système de pige particulière. Moi, je ressortais psychologiquement d'une rupture amoureuse, donc j'en avais pris plein la gueule. Mais j'ai quand même réussi, comme j'avais un objectif, à intégrer
le groupe d'équipe de France. Et, euh, et donc j'ai fait des courses inter. Donc là, on rentre après dans un autre système de courses inter. Et puis bah, j'ai fait du K2 avec Olivier Lazac. Et sur 1000 mètres, on avait fait dans les 5 meilleurs bateaux, je sais plus, sur une course en Belgique. Et puis en cours à Paris, ça s'appelait Choisy-le-Roi. Toi, ça te parle pas, mais c'était la course, c'était une grosse régate inter à l'époque. Et puis on court et on gagne. On gagne et en plus on bat un temps qui a jamais été battu pendant au moins 5 ans. Je veux dire que je m'en souviens bien, c'était une 28,93. Donc je sais pas si ça te parle, toi, une 28,93. Ouais, ça me parle bien, je vois. Donc voilà. Donc en fait en K2 on bat ce temps. Et puis c'est surtout qu'en fait il y avait une osmose entre tous les deux et on ne sait pas pourquoi ça réussissait, mais on était des petits cons, quoi. Ça marchait. Et puis on était peut-être un peu ingérable aussi, mais bon voilà. Mais ça fonctionnait, c'était très fort, quoi. Bon, au chevet du monde, on n'a fait que 8e. Hein. Voilà, ça n'a pas fonctionné comme il fallait. Mais bon voilà. Mais c'était une expérience très importante. Et comme m'avait dit un ancien de l'équipe A, il m'a dit maintenant que tu es rentré en équipe A, le plus dur c'est d'y rentrer. Après, voilà, une fois que tu as fait tes preuves, euh, psychologiquement, tu as plus de facilité à y rester parce que tu fais des performances, tu as plus confiance en toi et voilà. Et puis après, ça s'est engrangé 89, qu'il y a eu 90. Bon, après j'ai fait différents bateaux et puis toujours en tant qu'équipier. Voilà, j'ai jamais revendiqué ou eu les capacités de naviguer en individuel, quoi. C'est toujours en équipage. Est-ce qu'à ce moment-là, tu étais encore à Tours? Parce que là, tu disais qu'à Tours, tu étais tout seul pendant 1, 2, 3 ans. Est-ce que tu es resté à Tours encore durant ces années-là? Ah, j'ai toujours été fidèle au club. Hein. C'est-à-dire que voilà, c'est le club qui m'a formé. Et donc, je suis toujours resté fidèle au club. Après, j'ai déménagé. J'ai toujours été inscrit. J'ai toujours pris ma licence au club de Tours jusqu'à la fin, quoi. Donc voilà, il y avait une reconnaissance du ventre. Après, j'ai navigué. Je suis allé à Lille pour me rapprocher un peu d'Olivier Lazac, pour m'entraîner avec lui parce que c'était un bon sparring partner. Ensuite, je suis venu m'installer en Auvergne, donc parce que bon, voilà, par amour, j'ai rencontré ma femme. Et puis je me suis installé en Auvergne. Je m'entraînais tout seul en Auvergne, mais j'ai toujours été resté fidèle au club de Tours, quoi. Ok, j'allais dire que quand tu es tout seul justement pour t'entraîner, ok au début ça te permet de te concentrer sur ta technique, mais après tu as besoin de sparring partner pour justement te tirer un petit peu. Après, Spark Partners, bah, c'était ma femme. Je veux dire, on naviguait en K2 tous les deux, c'est-à-dire que peu importe. Je veux dire, elle était devant, moi j'étais équipier arrière, et puis on naviguait comme ça. Et parce qu'elle faisait du kayak, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc le fait d'avoir un équipier, d'être en configuration de kayak, d'équipage, ça pouvait très bien fonctionner. Hein. Je dis pas que s'il fallait que je mette un parpaing devant mon K2, c'est pas du tout le cas. C'était d'être avec quelqu'un. Et de naviguer et de se poser des questions, qu'est-ce qui peut faire avancer le bateau, et puis se transposer ce que je fais au moment où je le fais. Et puis après quand tu es en équipe de France, tu es beaucoup en stage, quoi. Donc tu vois beaucoup tes équipiers, tu vois beaucoup les autres personnes de l'équipe de France. Donc tu t'entraînes quand même beaucoup avec les autres. L'année des Jeux, grosso modo, on était 15 jours par mois en stage, quoi. Et j'allais te dire, en dehors de ces stages, ça se passait comment l'entraînement? Tu t'entraînais 2 fois par jour? Tu faisais toujours ta course à pied comme tu faisais quand tu étais adolescent aussi tous les jours? Comment Ouais, tu fonctionnais? peut-être un peu moins, peut-être un peu plus du bateau, mais après, moi, j'ai navigué ici, bah, à la fois en course en ligne sur des rivières, c'est-à-dire que j'avais pas de bassin course en ligne au début, donc j'étais sur une petite rivière et puis je naviguais en course en ligne sur la rivière, quoi. Alors c'est toujours un peu délicat parce que quand tu navigues, mais ça donne de la stabilité parce que quand tu commences à naviguer face au courant avec des grosses vagues, bah, voilà, ça donne de la stabilité. Et j'étais bien content de retrouver du plat des fois. Et puis en fait, il y a aussi un autre truc, c'est-à-dire que euh, dans les années 90, ouais, c'est en 90, j'ai fait le marathon de l'Ardèche et donc ça j'adorais, quoi. Je veux dire, faire le marathon de l'Ardèche pour moi c'était comme faire un cheval du monde, quoi. Donc j'ai navigué avec des équipiers différents, j'ai navigué pas mal avec Antoine Gocci, qui était lui ici de la descente. Donc ça fait une association un peu bizarre, hein. C'est-à-dire que lui était bah, il a été champion du monde en K1 en descente. Et donc, un mec de la descente, un mec de la course en ligne. Et finalement, ça faisait un K2 qui était quand même pas mal. On avait pas mal performé. On avait gagné une fois, 2 fois. On a dû gagner au moins 2 fois, au minimum 2 fois l'Ardèche.
On avait fait les championnats du monde de marathon aussi, en K2. Donc c'était ça aussi, c'était une bonne expérience, quoi. Et puis bon, voilà, je me suis entre guillemets spécialisé en tant qu'équipier, quoi. Là, quand je t'entends, c'est beaucoup de disciplines qui sont un peu longues. Tu parles kayak marathon, les gorges de l'Ardèche. Tout à l'heure, on parlait de ta capacité aérobie. Et pourtant, en course en ligne, t'étais sur même si t'étais en équipage, t'étais sur du 500 ou du 1000. Oui, bah, j'étais pas un sprinter, j'étais plus, je pense, sur du long, quoi. Mais le 500, ouais, c'est pas du sprint, hein. C'est pas comme le 200 mètres maintenant. C'était le 500, ça durait 1 minute 30. Tu joues sur des capacités. En fait, mes capacités physiques, si je m'interroge, petit gabarit, je fais un grosso modo 1m76. À l'époque, je devais faire dans les 73, 74 kilos. Grosso modo, je fais à peu près le même poids maintenant. Je suis pas devenu un gros sac. Non, mais parce qu'en arrêtant le sport, tu peux devenir gros. Ça peut arriver. Ouais, je pense que j'avais pas de très grande, enfin, j'ai le côté physique, cardio, etc. Je pense que là, j'avais un gros cardio. Musculairement, j'avais pas forcément des aptitudes plus pour faire du long ou du court. J'étais, je pense, un peu polyvalent, ce qui fait que j'arrivais à m'en sortir un petit peu, peut-être aussi bien sur du marathon comme l'Ardèche que sur des courses un peu plus courtes, quoi. J'allais te dire, avec toute ta polyvalence, ton parcours, est-ce que tu as fait aussi du K2 10 000 mètres? Je sais qu'à ton époque, il y avait pas mal, il y avait cette discipline-là. Est-ce que tu en as fait aussi? Ouais, je l'ai fait, mais je l'ai pas fait, je l'ai pas fait au niveau des championnats du monde. Je l'ai fait sur des courses inter, je l'ai fait au championnat de France, ouais, voilà, au championnat de France. J'ai dû avoir plusieurs médailles sur le fond, quoi. Mais ça, j'aimais bien parce qu'il y avait un aspect, déjà, il y a un aspect que si tu rates un truc, tu peux tu remettre, parce que comment dire, t'as toujours un échappatoire, tu peux revenir recoller le paquet de tête, même si t'es à la rue. Enfin, il y a plein. Sur le fond, il y a une aspect stratégique. Sur le marathon, il y a un aspect technique et stratégique, mais il y a aussi l'aspect matériel. C'est là où ce que j'aimais bien, c'est-à-dire qu'il faut vraiment fignoler sa barre de pied, sa jupe. Enfin, nous, on avait fait des jupes Kawaii à l'époque, ça n'existait pas, donc on a été voir un constructeur, on avait fait de la couture, on avait fait des trucs. La pompe pour vider l'eau qui peut rentrer dans le bateau, parce que si tu prends 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos d'eau, ça peut vite être la catastrophe. Donc en fait, la moindre petite merde technique peut poser des problèmes. En course en ligne, c'est une course courte, t'as pas lieu d'avoir un problème technique, quoi. En marathon, tu peux en avoir. Donc il y avait aussi cet aspect-là, cet aspect bricoler le matériel. Moi, j'ai fait qu'une course d'Ardèche. La veille, on explose le bateau. La nuit, le soir, je fais la résine pour que le lendemain, le bateau soit performant et en état, quoi. Donc, ça, il y avait ce côté-là que j'aimais bien, quoi. Est-ce que tu es resté sur le 500 et le 1000 parce que c'était olympique aussi, comparativement aux épreuves de fond que là, a priori, tu aimais bien aussi? Je pense que par la force des choses, tu t'orientes sur ces disciplines-là et sur ces distances-là. Et puis il y a aussi le fédéral, hein. C'est-à-dire qu'il y a les entraîneurs, il y a l'aspect fédéral qui dit tu vas faire telle course. C'est-à-dire que on n'a pas la main totale, hein. C'est-à-dire qu'on va pas dire je veux faire telle course. C'est les entraîneurs, c'est le staff qui dit bon ben voilà, on a formé tel bateau, vous allez courir telle distance. C'est un peu comme ça, quoi. Okay. Mais bon, en 89, j'étais très polyvalent parce que en fait, j'étais capable de courir sur du K2000 avec un équipier et sur du K2500 avec un autre équipier. Et sur une régate comme, je crois que sur la régate de Choisy-le-Roi, qui était à l'époque la régate de Paris, on gagne le K2500 et en régate inter et j'ai dû faire un podium en K2000. Donc en fait, j'étais capable d'être présent sur 2 distances différentes avec 2 équipiers différents le même jour. Ouais, ça m'étonne pas avec ton parcours là, tout ce que tu as fait. Ça me. Tout à l'heure, tu disais que tu étais peut-être dur à coacher, parce que là, ça me surprend. Moi, je suis pas du tout dans le milieu, mais que les entraîneurs décident un peu à ta place. Est-ce que c'était par rapport à ça? C'est que en fait, c'était une réalité. Et je pense que c'est la même chose actuellement. C'est-à-dire que ils disent voilà, on veut former tel bateau et on prend tel et tel élément, telle et telle personne pour former
potentiellement le meilleur K2 ou le meilleur K4. C'est pas les athlètes de l'équipe de France qui disent je veux naviguer avec telle personne. Il y a eu une période qui avait été mise en place où en fait on présentait un bateau pour les sélections pour les régates inter, pour les championnats du monde. C'est-à-dire que les entraîneurs laissaient faire les athlètes entre eux pour former leur bateau. Et ça va un intérêt, c'est parce qu'en fait, tu choisissais ton équipier, donc tu savais que tu pouvais t'entendre psychologiquement, physiquement, vivre avec, en fait, quand tu es avec un équipier, c'est une vie de couple, quoi. Hein. C'est-à-dire que faut dire ce qu'il est. Hein. Tu mets deux personnes qui essayent de mettre deux individualités pour faire fonctionner une identité qui est le K2 ou le K4. Et c'est ça l'alchimie, c'est de trouver deux personnes qui techniquement puissent s'entendre, qui soient très complémentaires et qui psychologiquement aussi s'entendent très bien. Moi, je trouve ça aberrant de mettre deux personnes qui ont un ego surdimensionné, qui veulent avoir une carrière individuellement, mais en fait, l'objectif, c'est de faire avancer un même bateau, quoi. Donc, il faut que les deux personnes, en l'occurrence, moi, c'était souvent le K2, ne fassent qu'un, quoi. Mais un dans le sens, c'est-à-dire qu'ils mettent tout pour faire avancer le bateau d'une seule identité, quoi. Mais ça nécessite de t'entraîner beaucoup en K2 alors, avec ce coéquipier-là. Pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a une approche psychologique. C'est-à-dire que quand tu décides de faire du bateau avec une personne, c'est parce que tu t'entends avec telle personne. Et puis en fait, faire du K2, pour moi, c'était donner, quoi. C'est-à-dire que il faut vraiment que tu donnes dans le bateau, que tu t'investisses. Et après, bon, techniquement, il faut aussi être capable de s'adapter, quoi. Ok. Je reviens sur ton parcours. Donc 91, ça se passe a priori plutôt bien. Et après, il y a les Jeux qui arrivent, Barcelone. Est-ce que là justement c'était un objectif d'y aller, de participer? Est-ce que tu voulais y aller justement en K2 et ça s'est pas passé comme tu voulais? Non, là en fait, je dirais que c'est pareil, c'est au niveau fédéral, ça se dessine un peu. Donc moi, j'ai été à l'époque. On était peut-être 6 à pouvoir faire potentiellement un K4. Donc 6, ça veut dire qu'il y avait 2 qui restaient sur le carreau. Donc là, il y a une sélection, il y a la Fédé qui a investi en disant on va essayer de former le meilleur K4 avec ces 4 personnes-là. Et j'étais dedans. Donc on s'est entraîné toute l'année pour essayer de faire performer le bateau, d'avoir nos quotas de sélection parce le bateau n'était pas sélectionné. Et que on a sélectionné le bateau, on est allé au jeu, on s'est arrêté en demi-finale. Je pense qu'il y avait peut-être un manque de maturité, il y avait plein d'autres choses. Et puis c'est plus compliqué. Déjà, arriver à mettre 2 personnes qui forment le meilleur bateau, c'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, qui techniquement, physiquement, psychologiquement, ils aient l'approche de c'est réunir un couple c'est déjà compliqué, mais faire un couple de 4 personnes, enfin pas un couple, une famille de 4 personnes, c'est encore peut-être plus compliqué, quoi. Donc je sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné totalement. Bon après on était peut-être il y avait différentes choses. Hein. Bon notre parcours s'est arrêté en demi-finale, mais c'était une très forte expérience. Hein. Déjà oui moi j'ai et puis bon les jeux on en prend la mesure quand on y est quoi. C'est-à-dire que c'est un objectif c'est une chose, mais c'est quand on y est on s'en rend compte un petit peu de ce que c'est les jeux, même si c'est une course comme les autres. Et comment c'était? Tu veux dire que c'était assez énorme en termes d'organisation, de monde? C'est parce que en fait, tu te retrouves quand tu es immergé dans le village olympique, tu te retrouves avec les 10 000 athlètes les meilleurs du monde dans toutes les disciplines confondues. C'est spécial, quoi. C'est un village, c'est-à-dire que on se retrouve, c'est un autre monde, quoi. Ok. Après ces Jeux de 92, est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis voilà, parce qu'en 88, tu disais, si j'ai bien retenu avec Philippe Aubertin, vous avez fait une bonne course, vous étiez au même niveau sur une course que les champions olympiques de 88. Là, en 92, faire un K4, ça se passe pas comme tu veux. Parce pour 96, tu te dis, en sortie de 92, tu te dis, là, il faut qu'on fasse un K2 et qu'on performe, vu qu'on a peut-être le potentiel de faire quelque chose. En fait, ça vient, ça dépendrait. Enfin, moi, c'est loin, ça, tout ça. Moi, ça avait plus de 25 ans, ça fait un quart de siècle. Hein. Donc, ça oblige un peu à réfléchir, à se souvenir. C'était qu'en fait, il y avait un système fédéral. C'est pareil. Ce qui se passe aussi, c'est que il y a les athlètes qui changent, mais les encadrements changent aussi. Et il y a un aspect politique qui est énorme.
Et ce que je reproche un peu justement, c'est que avec le recul, on fait beaucoup, comment dire, on est très arithmétique. On fait, on donne des entraînements, on fait un système. Si tu pagaies à telle fréquence, tu mets telle puissance, que tu vas avoir tel temps. Et en fait, pour moi, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a un aspect bien-être de l'athlète. C'est-à-dire que l'athlète, il faut arriver à le mettre dans les situations la plus confortable. Alors, ça peut être aussi confortable sociologiquement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse avoir un boulot, qu'il se pose pas de questions, il sait qu'il a un revenu, il a un confort matériel et qu'il faut qu'il donne tout pour le kayak. En fait, si tu fais une course, que ce soit un championnat du monde ou enfin, même n'importe quelle course, il faut pas dire il faut qu'il donne 100%. Il faut essayer de mettre la personne pour qu'elle soit dans le meilleur état d'esprit, pour qu'elle puisse donner 100, 110%, 120% de ce qu'elle a. Et c'est ce qui va faire la différence, quoi. Et le système fédéral, les athlètes, ils sont là pour une période, et tu as un encadrement qui change. Et à l'époque, après 92, il y a eu un autre directeur des équipes de France avec une autre équipe d'encadrement. Et ça change aussi le mode de fonctionnement, ça change aussi le système qui a été mis en place. Et donc, à l'issue de 92, de souvenir, l'encadrement a dit voilà, il y aura des piges de sélection, il y aura 2 ou 3 piges de sélection, donc qui se situeront, l'une, je sais plus, c'était au mois de mai, l'autre au mois de juin, peut-être une au mois de mars. Et les athlètes entre eux, vous faites votre sauce, vous formez des bateaux, ou vous courez en individuel, ou vous courez en K2. Et il y avait une sélection pour le K2 500, une sélection pour le K2 1000, et puis il y avait des sélections pour les individuels ou le K4 qui étaient les meilleurs K1 qui sortaient de là. Et donc, c'était un peu la course à l'échalote pour dire, il fallait essayer de dire, tiens, t'es athlète, est-ce que tu veux faire du bateau avec moi? Et puis psychologiquement, quand tu fais la démarche de frapper la porte d'un athlète pour dire, est-ce que tu veux faire du bateau avec moi, c'est un petit peu, comment dire, faire une demande. Donc il y avait toujours un aspect assez particulier. Les gens se cachaient un petit peu, ils disaient pas avec qui ils allaient s'entraîner. Enfin, et c'est au moment des inscriptions où on se retrouvait à avoir des bateaux qui étaient formés. Alors, on le savait en cours de stage. Et donc c'était aux athlètes de former leur équipage de K2 ou de choisir de courir en individuel. Et moi, comme je préférais l'équipage, quand c'était mis en place, j'ai essayé tout de suite j'avais navigué avec un gars qui était plus jeune que moi, qui s'appelait Jean-Damien Liu, qui s'appelle toujours, j'espère bien, double champion du monde junior, petit gabarit, style 65 kilos, 1m80, je veux dire, un coup de vent, il s'envole, mais qui avait un toucher d'eau, qui avait un rapport poids-puissance qui était énorme, quoi. C'est-à-dire que lui, il jouait vraiment sur le toucher d'eau, quoi. Donc, on a fait du bateau ensemble. Ça s'est plutôt bien passé parce qu'on a couru le K2, je crois que c'était le K 2000. On a été sélectionné. Bon, après, je sais même plus ce qu'on avait fait. On a dû faire une finale, mais bon, ça s'est arrêté là. Et puis après, toujours le même système de sélection, c'est-à-dire que tu formais ton bateau. Et donc, l'année suivante, j'ai demandé à Pierre Lubac si on pouvait essayer de courir en K2. Lui avait essayé avec un autre gars, ça n'avait pas fonctionné, donc on a essayé. Et puis ça a plutôt bien pris. On avait une approche à peu près identique du bateau. Et puis c'est comme ça qu'on a dû faire. Oui, on a dû courir en 94. C'était où en 94? C'était au Mexique. On a fait Duisbourg en 95 et puis les Jeux en 96. Donc on a fait 3 années avec Pierre ensemble sur K2. Tu vois, là, quand tu me dis tu choisis avec qui tu veux faire, ça me paraît mieux que l'imposition par d'autres, non? Ah oui, moi je suis plutôt pour ce système-là. Après, ça ferme peut-être la porte à certains types d'équipage, mais bon, je trouve que c'est une démarche qui est beaucoup plus saine, humainement parlant, et puis voilà, il y a une volonté de naviguer ensemble. Et ça, c'est vachement important. C'est pour ça que je pense que l'encadrement, c'est important de mettre les gens dans des bonnes situations, de mettre les bons individus entre eux parce qu'ils s'entendent bien, parce que voilà, si on veut que ça navigue bien, il faut qu'il y ait une symbiose entre les deux personnes, quoi. De quoi tu vivais, toi, à l'époque, justement? Est-ce que, justement, tes arrières étaient un peu assurés pour que tu te concentres, entre guillemets, sur le kayak? En fait, moi, j'avais un leitmotiv que j'ai toujours dit, c'est-à-dire que
je vivais pour le kayak et pas du kayak. Et donc, c'était vraiment, c'était comme une religion pour moi, le kayak. Alors après, à moi d'essayer de trouver des systèmes qui me permettaient de vivre financièrement. Donc, le club de Tours où j'ai toujours été fidèle m'avait quand même pas mal aidé dans le sens où j'ai été pris avec des petits postes. Alors, pour certains, ça le parlera peut-être, mais on appelait ça les TUC, travaux d'utilité collective. Il y avait, je sais plus comment ça s'appelait, le contrat de qualif, le SIVP, des choses. En fait, c'était des petits contrats qui étaient mis en place par l'État, qui permettaient à des structures associatives d'employer des gens pour pouvoir s'occuper de l'encadrement. C'était un peu au-delà du bénévolat, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je m'occupais du club, c'est-à-dire que j'encadrais les jeunes qui voulaient faire de la compétition. Je pouvais aussi m'occuper d'encadrer la section touriste. Voilà, c'est-à-dire que j'étais financièrement, ça me permettait d'avoir des petits contrats. Après, quand tu es en Île-de-France, et ben t'es aidé aussi par la fédération, par l'intermédiaire du ministère de la Jeunesse et des Sports. T'es aidé aussi par la région qui peut te faire une bourse pour acheter ton bateau, par le département. Donc en fait, tout cumulé permettait d'avoir annuellement un revenu qui me permettait de vivre ou de vivoter, quoi. J'avais un petit camping-car, enfin un camion que j'avais aménagé, et bon bah c'était cool, quoi. J'allais avec mon petit camion sur les coupettes, j'allais au club. Non, c'était vraiment vivre pour le kayak. C'était ça l'état d'esprit que j'avais. Et ensuite, voyant, donc c'était aux alentours 93, 94, voyant que le kayak, j'allais pas en faire toute ma vie, je m'étais donné l'objectif d'Atlanta. J'ai essayé de me poser des questions par rapport à mon parcours, par rapport à ce que j'avais pu faire comme différentes formations. Qu'est-ce que je pouvais faire? Et puis, j'ai eu l'opportunité, en fait, de reprendre l'entreprise de mon beau-père, qui était menuisier, qui allait arrêter en 94. Et après, je me suis dit, ben, banco, tiens, je vais essayer de reprendre l'entreprise de menuiserie pour assurer mes arrières. C'est-à-dire qu'en fait, avoir ma reconversion. C'est-à-dire que je fais ça et je sais quand j'arrêterai le bateau, j'aurai quelque chose, quoi. Et ça, c'est hyper important, quoi. Et c'est quelque chose que tu aimais justement, ce côté manuel. Tout à l'heure, tu parlais de réparer les bateaux, tu aimais bien faire ton matériel. Là, la menuiserie, c'est du travail manuel à fond. Tu crées aussi. Est-ce que c'était une continuité pour toi? C'est pas une continuité, c'est en fait, c'est une attitude que j'ai développée. Ça. Je suis assez bricoleur et donc, pourquoi pas, hein. Je veux dire, je me suis dit, la matière, le bois, c'est quelque chose qui m'attirait. Donc, banco, je vais essayer. Alors, c'était un gros challenge parce que j'ai pas de formation pour être menuisier. J'en ai toujours pas passé, hein. Comme je dis, je suis un usurpateur, hein. J'ai pas de CAP, j'ai pas de BEP et je suis quand même menuisier. Voilà. Mais bon, après, avec plus de 25, 27, 28 ans de pratique, c'est bon, je suis un peu autodidacte et je maîtrise le sujet quand même. Et donc, c'était un challenge, banco, j'essaye. Donc, en fait, je me suis retrouvé, entre guillemets, chef d'entreprise, hein. C'est un gros mot, hein. Mais j'avais des employés, parce que j'ai rembauché certains employés qui étaient dans l'entreprise. Donc, j'étais à la fois chef d'entreprise et apprenti dans l'entreprise, parce que, voilà, je partais pas de zéro, mais pas loin. Donc, c'est un statut très particulier. Quand tu es responsable d'une entreprise et à la fois, t'en sais moins que tes employés. Des fois, j'ai eu des grands moments de solitude. Mais bon, voilà, c'était fait, ça s'est fait. Je suis content d'avoir fait. Et à ce moment-là, tu dis c'est 94, donc là, tu t'entraînes encore. Tu vis encore oui. pour le kayak, donc en fait, tu concilies les deux. Je concilie les deux. C'est-à-dire, en fait, c'était un peu fou comme démarche, mais ça m'a assuré mes arrières, donc j'avais une certaine sérénité. C'est-à-dire que je faisais du bateau. S'il m'arrivait, je peux très bien avoir un accident, me casser le bras, que ma carrière s'arrête net. J'avais quelque chose derrière. Donc psychologiquement, c'est super important. Et je pense que c'est aussi important pour les athlètes actuels, c'est-à-dire qu'il faut arriver à les mettre dans les meilleures situations et dans les situations où ils n'aient pas de questions à se poser si leur carrière s'arrête du jour au lendemain, quoi.
Je pense que il y a des choses à gratter là-dedans. Et je sais qu'à l'époque, les coachs étaient un petit peu réticents à ce que je fasse ces démarches-là. J'ai eu des échos. Ils l'ont pas dit directement, mais je sais que j'ai eu des échos par voie détournée. Que c'était particulier, qu'ils étaient un peu contre ça. Et moi, je sais qu'il y a un copain qui connaissait le directeur des équipes de France à l'époque, qui lui a posé la question, mais il dit, mais qu'est-ce que tu lui proposes? S'il fait pas ça, tu lui proposes autre chose ou pas? Et non, il ne proposait rien, quoi. Donc voilà. Donc j'ai fait cette démarche-là et j'ai eu la chance aussi, parce que comme c'était au niveau familial, je bossais, je m'entraînais, je bossais quand j'étais sur place à la maison. Et quand je partais, j'avais mon beau-père qui habite à côté de l'entreprise, qui lui gérait mon absence. C'est-à-dire qu'il avait il avait des notes, il savait qu'il y avait tel et tel truc qui était à faire. S'il y avait un problème, c'était lui qui gérait avec le personnel, parce que le personnel, il le connaissait bien, parce que c'était le personnel qu'il avait avant d'arrêter. Donc, en fait, moi, j'ai une entrée, je dirais, progressive dans le monde du travail. C'était comme une convention. Une convention, au lieu d'être une convention ministérielle, c'était une convention dans l'artisanat avec mon beau-père. Et lui a une entrée progressive dans le monde de la retraite. C'est-à-dire que, il n'a pas arrêté du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il a continué à un petit peu à gérer, pas vraiment forcément travailler, mais à gérer un peu l'entreprise, plus ou moins d'un œil avec un petit peu de recul, quoi. Et comme je le dis, j'ai pas forcément réussi ma carrière sportive parce que j'ai pas de titre majeur, j'ai pas de médaille vraiment au niveau des championnats du monde ou des Jeux, mais j'ai au moins réussi ma reconversion sportive. Et ça, je pense que c'est aussi important. C'est aussi important que ça, que la médaille autour du cou. Avant de revenir là-dessus, parce que pour moi, tu as fait quand même une belle carrière avec une 5e place à Atlanta. Est-ce que ton entraînement a changé entre 92 et 96? Est-ce que tu as modifié des choses? Comme je vois que tu as une remise en question un peu perpétuelle sur ta technique, sur comment faire avancer le bateau. Est-ce qu'il y a des choses que tu as plus travaillé durant cette Olympiade? Non, pas forcément. Je pense que j'ai mis à profit les expériences passées. Et on s'est entraîné, et de ce côté-là, avec Pierre, on était dans le même état d'esprit. Donc beaucoup sur le gros fond aérobie. Et au niveau entraîneur, il voulait imposer certaines choses, voilà, pagayer à telle cadence, tel rythme, etc. Nous, on n'était pas très véloces. C'est-à-dire qu'on va pas pagayer avec des fréquences. Avec Pierre, on n'a pas pagayé avec des fréquences très très élevées, quoi. On jouait sur le rendement, c'est-à-dire qu'en fait, quand on plantait la pagaie, il fallait qu'il y ait le rendement optimum. Donc, on a beaucoup fonctionné sur la même ligne de conduite, c'est-à-dire que c'est vraiment, il y avait l'aspect technique, il n'y avait pas physique et technique. Après, on était un peu peut-être réfractaire par rapport à certaines démarches fédérales qui étaient à l'époque. Les entraîneurs essayaient d'imposer certaines techniques. On était, comment dire, on était assez en symbiose avec Pierre, donc beaucoup de physique. Moi après, bon, ça a peut-être joué aussi sur le fait qu'on rate la médaille. Les périodes où j'étais à la maison, en fait, là où je m'entraînais, il n'y avait pas d'eau, donc je m'entraînais sur une machine à pagayer. Voilà, j'avais acheté une machine à pagayer. À l'époque, c'était le début, une machine russe très rudimentaire et que j'avais améliorée. J'avais fait un système où le siège était très instable, donc j'avais les sensations d'instabilité de la course en ligne. Mon siège bougeait à la fois sur le chariot dans tous les sens, et donc je faisais de la machine à pagayer 2 fois par jour, la course à pied, et puis quand j'arrivais en stage, je naviguais. Donc c'était assez bizarre quand même comme démarche, mais bon, j'associais à la fois ma carrière sportive et mon rythme de vie qui était à la fois le rythme de vie familiale et professionnelle, quoi. Donc c'était des contraintes qui étaient un peu dans les deux sens, quoi. Je reviens sur tes séances, parce que je vois bien toutes ces histoires de B1, de B2, de cadence. Si toi tu suivais pas ça, c'est-à-dire que ça pouvait ressembler à quoi une séance je donne des exemples, mais une séance de capacité aérobie, c'était quoi pour toi alors? Tu fixais quoi comme objectif? C'était naviguer tant de temps à telle vitesse? Non, c'est la connaissance de son corps, hein. C'est-à-dire que quand tu fais du sport, tu commences à bien comprendre comment tu fonctionnes, ton corps, et tu connais tes limites. Tu sais que même sans forcément ne pas travailler avec les cardio,
Tu sais que t'es à tel niveau, t'es à peu près à tel pourcentage, et tu sais que si tu vas au-delà, enfin, c'est un aspect connaissance de son corps, quoi. Alors après, c'est peut-être un peu au doigt mouillé, hein, certains diront, mais je trouve que c'est important de connaître son corps. Alors maintenant, j'imagine bien, c'est GPS. Je pense que les mecs qui s'entraînent avec une montre GPS, donc ils savent exactement où ils sont. Il y a la fréquence cardiaque et ils savent que si tu à tant de fréquence et tout ça. Donc, je sais pas, c'est peut-être au détriment de la méconnaissance de son corps, quoi. Je dirais. Je savais très bien que si je forçais à telle puissance et à telle vitesse ou à tel chrono, enfin, je veux dire, il y avait différents paramètres, j'étais dans telle filière, quoi. Je savais que j'étais plutôt dans l'aérobie pure, ou alors j'y allais taper dans le lactique. Enfin, voilà, mais c'était vraiment la connaissance de mon corps, quoi. Ok. Donc ça veut dire que c'est toi qui fais ton propre plan au final? Quelque part, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours dit, pour moi et puis même à mes enfants, ils font pas vraiment de sport, mes enfants. Ils en font, ils sont côté physique, mais ils sont pas inscrits dans un club, ils font pas de. Mais euh, d'aller courir, d'aller, je sais pas, d'aller faire du bateau, d'aller s'entraîner, si t'as pas envie, c'est pas la peine d'y aller. Je veux dire que si tu y vas en disant, j'ai pas envie d'y aller, ben vaut mieux aller se reposer, d'aller lire un livre, d'aller se promener et puis d'y retourner le soir ou d'y retourner le lendemain avec une envie. En fait, d'aller s'entraîner quand t'as pas envie, ça sert à rien, quoi. C'est-à-dire, tu vas donner quoi? Tu vas donner 20%, 30%, 40% de ce que tu devrais donner. Ou alors l'inverse, il va manquer, c'est 20 ou 30%, quoi. C'est vraiment avoir l'envie de s'entraîner. Faut que t'aies faim, quoi. Et Ouais. comme quand je m'entraîne tout seul, je dirais qu'à la limite, je m'entraînais tout seul, mais j'avais des trucs un peu particuliers. Je fonctionnais toujours avec des séries paires, par exemple, j'ai deux souvenirs. C'est-à-dire que je faisais jamais 5 fois 6 minutes, par exemple. Non, c'était 6 fois 6 minutes. 4 fois, à la limite, c'était trop peu. Donc, allez, ça va être 6 fois. Donc, c'était des petites idées comme ça. Donc, toujours par nombre pair. Et puis, à la limite, même si je m'entraînais tout seul, je me disais, bah, tiens, telle série, je me rentre dedans et puis elle est pour tel adversaire. Là, c'est toi. Je veux dire, celle-ci, je te la sers sur un plateau et je me mets minable, mais c'est pour toi que je me mets minable. C'est-à-dire que pour te battre, quoi. Donc c'était un peu, même si j'étais tout seul physiquement, je m'entraînais toujours avec une image. Dire voilà, c'est celle-ci, c'est pour m'entraîner pour essayer de battre telle personne, quoi. Ok, ouais, je vois. Comment ça se passe ta qualification pour les Jeux de 96? Est-ce que ça se fait, je vais pas dire facilement, mais ça se fait sans encombre? Bon, en fait, à l'époque, le système, c'était, comme je l'avais dit tout à l'heure, le cadre fédéral disait, enfin les entraîneurs disaient, bon voilà, vous formez vos bateaux, vous présentez pour les sélections, donc il y avait des piges. Donc en 94, on fait la pige avec Pierre, on est premier bateau. Nous, notre objectif, c'était aussi d'être plus fort que les autres pour dissuader les bateaux de venir s'inscrire. Et je crois qu'à la pige, à la dernière pige, donc il y avait des bateaux où il y avait, non, il y avait des courses où il y avait plusieurs bateaux. Et nous, je crois que sur le K2000, il y avait juste un autre bateau qui avait voulu essayer de s'inscrire contre nous, parce que il voyait que la porte était fermée. Donc c'était un petit peu comme à l'époque en 88 faisait Pascal et Philippe, c'est-à-dire de mettre le niveau au niveau national suffisamment haut pour dissuader les autres bateaux de courir contre nous. Donc ça, c'était un peu notre stratégie. Après, au niveau fédéral, peut-être que on passait plus ou moins bien, mais il y avait un cadre. On était cadré, on était premier bateau français, donc on était sélectionné pour le cas de 1000 mètres. Voilà. Et après, les régates inter, et ben notre objectif, c'était de toujours bien réussir notre T2000. C'est-à-dire qu'en fait, d'arriver à imposer notre niveau. C'est-à-dire qu'on était, grosso modo, dans les 6 meilleurs bateaux du K2000. Toutes les régates inter, le K2000, il fallait vraiment qu'on était toujours dans les 5-6 premiers bateaux. Et donc, on avait une hiérarchie entre guillemets internationale. C'est-à-dire que le bateau français, il était dans les 5-6 meilleurs bateaux. Il n'était pas premier, mais il était dans ce lot-là. Et après, on avait essayé un peu le K de 500, comme ça, on avait essayé, ou le K de 200. Mais c'était plus pour du fun, pour jouer, pour s'amuser, quoi. Et puis, il y avait aussi en 96, à l'époque, il y avait une entreprise qui s'appelait Airplace. Je ne sais pas s'il fonctionne encore. Ça a dû être aux
c'est dû être modifié. Ils avaient essayé de fabriquer un bateau avec un architecte qui était propre à nous. Ça s'appelait le 007. Et c'était un bateau qui était ressemblé entre un bateau de course en ligne et une planche à voile. C'est-à-dire qu'il avait l'avant de la course en ligne et l'arrière de la planche à voile, si ça peut te parler. C'est-à-dire que l'arrière était il partait comme un triangle. Ok, oui, je vois. Et en fait, ce bateau, il avait c'était un architecte naval qui avait lancé plusieurs formes et c'était le 7e. Donc on l'appelait le 007, normal, comme James Bond. Et on a beaucoup navigué avec ce bateau-là, avec Pierre. Et on a fait des recherches, on a essayé, on a même été sur une course inter, on a emmené que ce bateau-là. On est allé en Hongrie et on a emmené ce bateau-là en se disant on n'a pas la possibilité de courir avec un autre bateau. Bon, on a été en finale, on a galéré un petit peu avec ce bateau et après on a même joué de l'intox, c'est-à-dire qu'au jeu, ce bateau on l'a emmené et on s'est échauffé. Le jour de la finale, on s'est échauffé avec ce bateau-là pour essayer de psychologiquement faire croire aux autres qu'on allait courir juste avec ce bateau-là la finale. Et bon, ouais, voilà, c'était essayer d'atteindre le cerveau des différents adversaires d'une façon ou d'une autre, quoi. Et donc pour en revenir, sélection nationale, donc on était le meilleur bateau pour courir les courses inter et on fait les championnats du monde. Et en faisant les championnats du monde, à l'époque, je crois que c'était quand on était dans les 6 meilleurs, enfin on faisait dans les 6 premiers bateaux au championnat du monde, on ouvrait la porte pour faire le K2000 au jeu pour l'équipe de France. Donc la France, on a ouvert notre bateau directement. C'est-à-dire que la sélection, on l'a faite par le résultat des championnats du monde précédents. Ok. Et tout à l'heure, tu vas ton palmarès, mais Atlanta, ça se passe quand même plutôt bien pour vous, parce que là, de ce que je comprends, vous étiez dans les 5-6 meilleurs bateaux, et finalement, vous êtes à votre place à Atlanta. Bon, en fait, Atlanta, il y a plusieurs choses. Stratégiquement, avec Pierre, on n'était pas un bateau qui avançait, enfin très vite. Quand je disais on n'était pas vélo, c'était qu'on pagayait pas très très vite. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pagaient à 110, 120 coups de pagaie minute sans problème pendant 200 mètres. Nous, on était plutôt du genre à pagayer à 100 coups de pagaie minute. Et notre stratégie, elle était en fait, on a fait une course sur un championnat du monde où on est parti très fort. On était jusqu'aux 750 mètres, on était dans les 3 premiers bateaux. Et puis après, on a baissé et on s'est fait doubler sur la fin pour faire 5e ou 6e, je sais plus. Et donc, on s'est remis en cause. On a dit, on va essayer de pas partir aussi vite que l'on part, de faire, en fait, de niveler les 4 fois 250 mètres. C'est-à-dire que le premier 250 mètres, on est à peu près à 40 secondes, on est à 42 secondes. Le 250 qui suit à peu près pareil, du 500 au 750 à peu près pareil, et le 3e à peu près pareil. C'est-à-dire qu'en fait, pour donner une image, Carl Lewis, quand on le voyait courir à l'époque, quand il courait sur le 100 mètres, on avait l'impression qu'il doublait tout le monde sur la fin. En fait, c'est pas qu'il doublait tout le monde, c'est que les autres, ils avaient leur vitesse qui diminuait sur les 20 derniers mètres. Et lui avait une capacité de conserver sa vitesse. C'est-à-dire qu'en fait, il n'accélérait pas, il conservait la même vitesse. Enfin, pour la conserver, il accélérait, mais il arrivait techniquement, physiquement à conserver sa vitesse jusqu'à la fin de la course. Et nous, c'était notre but, c'était d'arriver à niveler un petit peu les 4 fois 250 mètres de façon à ce que sur la fin, là où au moment les autres, ils ont une baisse physique, une baisse technique, eh ben, on va les chercher, quoi. C'était ça notre stratégie technique. Ah oui, ça allait bien avec vos capacités aérobie, en fait, justement, de pas cramer, de tenir. Ouais, mais voilà, l'objectif, c'est que t'imagines, tu pars avec un gros sac à dos ou un sac, et si tu brûles tout dans les 500 premiers mètres, après, il te reste très peu de choses pour la fin de course, quoi. Et la fin de course, en fait, ce qu'on n'a pas grillé sur le début, on l'a encore, cette capacité physique. Et ce potentiel physique. Et donc, c'était ça, le truc, c'était d'arriver à niveler notre course. Donc, ce qui était rigolo, c'est qu'à Atlanta, en fait, j'ai souvenir de la série où on court et aux 500 mètres, on est dernier. Donc, il y a 9 bateaux et aux 500 mètres, on est dernier. Et le commentateur qui connaît pas, qui dit bon bah là les Français c'est mort, ils sont vraiment à la rue, ils sont à la rue.
Et puis, bon, il regarde peut-être ses fiches et tout ça pour meubler un peu. Et puis, sur les derniers 250 mètres, on revient sur le paquet. Mais en fait, on revient pas sur le paquet. Ce que j'ai expliqué, c'est les autres qui ont leur vitesse qui décroît. Et par la force des choses, visuellement, on a l'impression que nous, on revient. Et donc, c'était ça notre stratégie, c'est ne pas griller les cartouches sur le début de course pour pouvoir en avoir encore, entre guillemets, un peu sous le pied. Donc, ça faisait une course un peu particulière d'être vraiment à la rue, dernier au 250, pas 250 ou 500 mètres à mi-course pour pouvoir revenir. Et en fait, ce qui s'est passé, la malchance entre guillemets, c'est que on a eu vent d'eau pour la finale. Si on veut avoir pas nostalgie mais des regrets, c'est qu'on a eu vent d'eau. Donc ça veut dire que la course, au lieu de courir grosso modo en 3 minutes 20, elle s'est courue en 3 minutes 10 quoi. Donc ce qui fait que le moment où on essaye de revenir sur les bateaux qui sont devant, ce bateau de tête, il est après la ligne d'arrivée. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, le point de convergence, au moment où on est capable de doubler les autres bateaux, il arrive beaucoup plus tard parce que avec le vent, ils allaient plus vite que prévu finalement. Voilà. C'est-à-dire qu'en termes de temps. Et c'est là où nous on l'a analysé un petit peu, enfin analysé. On en a pris conscience. C'est-à-dire que le hop de reprise, il s'est fait avant les 500 mètres parce qu'il fallait précéder un petit peu ce truc-là. Mais bon, on va pas refaire la course, mais peut-être que si la course, en fait, elle se serait déroulée avec des conditions météorologiques, c'est-à-dire sans vent, ça nous convenait de plus, voilà. Mais la course, elle s'est faite, on fait 5e. Bon, c'est peut-être pas si mal que ça, 5e. Après, bon, ça a des conséquences entre guillemets. Pour moi, c'est passé, c'est fini, c'est digéré. Mais c'est sûr que des fois, pour 2/10, ça peut changer certaines choses, hein, parce que quand tu as une médaille, une fédération, c'est important. Humainement, individuellement, c'est important, mais pour une fédération, c'est important. Ça devient très politique. Pour un club, avoir une médaille, un mec qui est médaillé ça peut changer aussi le cours des choses. Hein. C'est-à-dire que ça peut refaire un local, hein, une médaille. Ouais. Parce que quand tu dis conséquences, je me dis quelles conséquences, parce que finalement, c'est quand même, moi extérieurement, je me dis 5e au jeu, c'est super quand même. Ouais, oui, mais bon, après, moi, il y avait cette finale qui s'est passée comme elle s'est passée. Et puis moi, personnellement, j'y avais peut-être aussi à un moment donné que c'était l'objectif que j'avais pour ma part. C'était ce sera toujours gravé, hein, c'était le 3 août à 10h15. Je m'entraînais depuis plus d'un an, le 3 août à 10h15, c'est-à-dire qu'il y avait qu'une course qui comptait, c'était le 3 août à 10h15. Et en fait, peut-être qu'il y avait un peu trop de pression, etc. Ce qui fait que moi, personnellement, j'ai été malade. J'ai fait ce qu'on appelle une paralysie faciale. Et je vais pas m'étendre, mais bon, j'étais pas au mieux. Le mois de juillet, c'était pas le mois où j'étais au mieux, et mois juillet-août, c'était pas les. Et en fait, ce que je me suis aperçu, c'est que le corps, quand il y a un objectif, il a une capacité de résilience, il a une capacité à répondre. Et le jour où j'étais le mieux, je dirais entre mi-juillet et mi-août, c'était le 3 août à 10h15, physiquement. Et après, moi, c'était bon, physiquement, j'ai eu une grosse baisse, des grosses dégringolades, parce que l'objectif était atteint. L'objectif était consumé, quoi. C'est fait. Et donc après, physiquement, ça a totalement changé. J'ai été très malade après. Mais ce que je veux dire, c'est que par expérience, quand tu as un objectif, c'est important d'avoir un objectif et ton corps se met vraiment tout pour réussir au maximum. Et bon, voilà, on a donné. Je pense, on n'a pas de regret. Pour ma part, j'ai donné largement les 100% de ce que je pouvais donner ce jour-là à 10h15, quoi. Comment ça se passe la suite de ta carrière? Est-ce que tu arrêtes au lendemain de ces jeux? Oh oui, tu t'es décidé, donc j'ai arrêté. J'ai dû faire une course. Oui, j'ai arrêté en termes d'équipe de France. Donc ça, pour moi, c'était programmé, c'était acquis. C'est pour ça que c'est important cette reconversion, de dire je fais du sport, c'est quelque chose qui me plaît, qui m'anime, qui me passionne, mais j'ai autre chose à côté. Et le jour où j'arrête, j'ai un boulot, quoi. J'ai un boulot, j'ai un axe de vie qui est différent, mais j'ai un axe de vie.
Donc, ça m'a pas posé de comme problème. justement, tu vivais pour le kayak, donc là, tu avais préparé ta sortie. Est-ce que tu continues quand même à naviguer pour le plaisir ou pas du tout? Pas du tout. En fait, j'ai toujours des bateaux, j'ai toujours un K2, j'ai des bateaux, c'est des ancêtres, hein, c'est des bateaux bois. J'ai toujours des pagaies. J'ai navigué un tout petit peu. Qu'est-ce que j'ai dû faire après? J'ai dû faire en 96, j'ai dû faire un championnat de France, ouais. Puis c'était le dernier. Si, j'en ai fait un autre. À un moment donné, je me suis remis à faire un mois de bateau pour faire un championnat de France, justement avec ce bateau un peu bizarre que j'avais récupéré, qui ressemblait à une planche à voile. Et je crois qu'à l'époque, on avait dû faire deuxième en ayant fait 15 jours de bateau, me remettre à faire du bateau comme ça que j'avais arrêté pendant 2 ans, quoi. Mais non, j'ai arrêté et je regrette pas j'ai pas de nostalgie, mais j'ai un recul, c'est-à-dire que maintenant je vois techniquement des choses. Si j'ai arrêté le bateau aussi, c'est parce que géographiquement, je suis loin de tout club. Si j'avais été à côté de Tours, vraisemblablement, je pense que j'aurais mis toujours un petit peu mon grain de sel, dans le bon sens, c'est-à-dire que essayer de m'occuper de peut-être des jeunes ou moins jeunes pour partager, quoi. Là, le fait est que bon, je suis pris dans la synergie du boulot, je suis loin de tout, bon voilà. Alors après, j'ai arrêté le bateau. Comme j'aimais bien courir, bah, j'ai fait un peu de course multisport. Donc il y avait du kayak, de la course à pied, du VTT. En Auvergne, c'est super sympa. C'est un très beau terrain de jeu pour faire ce genre de trucs. Donc voilà. Puis après, le sport, bah, maintenant, j'en fais plus là parce que j'ai pas le temps, parce que physiquement, je suis Ah, fatigué par mon t'as plus boulot. envie de ce que je comprends surtout. Oui, puis j'ai plus envie de me faire mal. Voilà, je vais te dire. En fait, j'ai vraiment l'impression que cette partie de vie, c'était, euh, c'était bien, je l'ai fait, c'est coché, mais c'est loin de moi. Ça ne me correspond plus du tout. C'est-à-dire que je suis plus du tout dans l'état d'esprit et je suis pas du tout à pousser les gens à vouloir absolument faire du haut niveau et tout ça. Non, non, pas du tout. Il y a un côté pervers dans le haut niveau. Euh, je c'est pas ce que je retiens, moi, de mon expérience de kayak de 15-20 ans de kayak à un certain niveau, c'est que ça m'a permis je dirais, de rencontrer les gens, comment dire, de voir ailleurs. Le kayak, ça m'a apporté plein de choses. Ça m'a permis de voyager, de voir des choses ailleurs. Ça m'a permis de rencontrer des personnes, que ce soit des gens en France ou à l'étranger. Ça m'a ouvert l'esprit. Et ça développe des aptitudes, que ce soit bon physique, c'est une chose, mais mentale, en fait le kayak, ça m'a éduqué quoi quelque part. Et ça, j'en suis très reconnaissant. L'expérience du haut niveau, c'est bien, oui, voilà, mais c'est pas ce qui m'a marqué le plus. Ce qui m'a marqué le plus, c'est que globalement, le kayak m'a apporté énormément quoi. Tout à l'heure, tu parlais justement que les plus anciens, au début des années 80, étaient comme des mentors pour toi, ceux qui étaient en équipe A. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont plus influencé que d'autres, avec qui tu étais assez proche, avec qui peut-être tu posais des questions, qui t'ont un peu plus façonné que d'autres? Bah après, quand tu es en équipe de France, comment dire, t'es un côté un peu adversaire aussi. Donc tu t'entraînes avec les gens et tu te confies pas tant que ça non plus. Enfin, c'est assez particulier, hein. En équipe de France, tu as l'impression de faire partie d'une famille, donc c'est top, c'est génial. Et puis au bout du compte, le jour où tu arrêtes, ton téléphone ne sonne plus. T'as plus les relations avec les. Enfin, c'est cru, mais c'est ça, hein. C'est-à-dire que tu fais plus partie du groupe. Et c'est un peu brut, hein, mais c'est ça en fait. Et après, ça arrive qu'on peut croiser. Enfin, c'est surtout quand moi j'ai arrêté le kayak, mais je ne suis plus resté dans ce milieu du kayak. C'est-à-dire que j'ai pu fonctionner à faire des courses, soit en tant que coach de club, soit en tant que vétéran. Et donc je me suis coupé de ce milieu, mais ce milieu s'est coupé de moi aussi. Et bah, pour dire, moi j'avais continué à entretenir des relations avec mon équipier, avec Pierre, parce que bon, on a vécu des choses qui étaient assez fortes. Et c'était toujours moi qui appelais. Bon, donc à moi, à un moment donné, j'ai arrêté, quoi. Je veux dire, voilà. Et
les autres athlètes, c'était à peu près pareil, quoi. Alors peut-être que ça vient de moi aussi, hein. Il y a juste un seul athlète avec qui j'ai encore des relations, donc c'est Olivier. Bon, parce que je pense que c'est ma première grosse relation équipe de France, enfin je dirais équipage. On a vécu des choses fortes et puis on a continué à se voir au moins une fois par an et puis on s'appelle assez souvent. Mais c'est le seul, voilà. Il y a des gens avec qui j'étais très copain à l'époque. Bon, on a coupé, mais c'est peut-être aussi parce que il y a des gens, ils ont continué à faire du bateau et ils sont restés. Enfin, je vais être méchant, mais avec des œillères, c'est-à-dire qu'ils voient pas autre chose. Il y a le kayak et tant que leur pointe de bateau avance, il y a le kayak. Et il y a tellement d'autres choses. Il y a tellement d'autres choses dans la vie, d'activités qui peuvent ouvrir l'esprit à autre chose, quoi. Et donc c'est peut-être pour ça aussi que je continue pas à avoir des relations avec les gens avec qui j'étais en équipe de France à l'époque. Donc pour ce qui est des mentors, non, j'ai croisé, enfin Pascal Boucherie est venu un jour parce qu'il a logé à côté, donc on avait passé une bonne soirée, c'était bien sympa. Lui, il a coupé un petit peu le kayak, il fait du triathlon. Je sais à l'époque il parlait de triathlon, maintenant je sais pas ce qu'il fait. Mais les autres, j'ai aucune nouvelle, j'ai pas. Et non, puis les mentors, en fait, c'était pas forcément, comment dire, des gens français, c'était peut-être des étrangers aussi. Des peut-être s'entraîner quand tu t'entraînais avec des Hongrois, par exemple. C'était faire une séance d'entraînement avec des Hongrois, ça valait un championnat du monde des fois. C'était saignant, quoi. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu penses qui t'a manqué pour peut-être avoir une médaille aux Jeux ou pour être champion olympique? Je dirais que j'ai ma part de responsabilité pour ce qui est de 96. Parce que bon, je dirais que pour les années, enfin, les 4 dernières années, c'est les années où, je maîtrisais, où j'étais, entre guillemets, un peu plus performant. J'ai ma part de responsabilité personnelle. Le système fédéral, l'encadrement a aussi sa part de responsabilité. Je pense qu'eux, ils n'étaient pas à la hauteur, voilà, pour différentes raisons. Mais ça peut être un problème relationnel aussi, hein. Ça peut être parce que quand tu es athlète, t'es pas forcément facilement gérable, donc ça. Et puis techniquement, je dirais que l'entraîneur qu'on avait à l'époque, il n'était pas à la hauteur, quoi. Je suis peut-être méchant de dire ça, mais bon, ils ont quand même accepté leur déficience parce que on avait proposé justement à Olivier. On avait proposé des noms de façon à avoir quelqu'un qui puisse nous aider en plus de l'encadrement fédéral, et ils ont accepté la venue au jeu d'Olivier Lazac pour venir nous aider un petit peu à fonctionner, quoi. Bon, après c'était très limité, hein, parce que comme il n'avait pas d'accréditation, il peut pas venir auprès de nous facilement, quoi. Mais voilà, c'est pour ça que je dis que le système fédéral, je sais pas comment c'est actuellement, mais si on veut avoir des bonnes performances au niveau des athlètes, il faut aussi faut faire confiance aux athlètes, c'est-à-dire qu'ils ont une part. Et puis il faut qu'ils aient du plaisir. Il faut que vraiment, en fait, il faut pas que ça soit trop politique de dire il faut des médailles au championnat du monde, des médailles, même si ça a des conséquences énormes pour les régions, pour les clubs, pour les fédérations. Une fédération qui n'a pas de médaille au jeu, en l'occurrence cette année, j'imagine pour le kayak, ça doit être très compliqué de frapper la porte au niveau du ministère de Jeunesse et Sport, mais au ministère des Sports, parce qu'on n'a pas d'appui. Mais l'important, c'est que les athlètes soient dans les meilleures conditions. Donc, que ce soit psychologique, matériel. C'est pas leur donner de l'argent pour donner de l'argent, c'est qu'ils aient une situation dans laquelle ils soient confortables. Et puis de les écouter. Et je sais pas comment c'est actuellement. Puis je veux pas le savoir, c'est pas mon problème. Mais je crois que c'est ça. L'encadrement, il faut qu'il y ait une symbiose. Il faut qu'il y ait vraiment qu'il y ait une confiance qui soit mutuelle en l'athlète et que l'athlète ait confiance en l'entraîneur. Je pense que ça, c'est un postulat de base important. Après, le mettre en place, c'est pas si facile que ça. Est-ce que ça veut dire que toi, justement, à l'époque, avec Pierre et avec Olivier, t'avais construit un peu ton propre encadrement? Là où je veux dériver, est-ce que t'as construit un peu un staff autour de toi? Non, c'est pas du tout ça. En fait, ça a été un peu comment dire, pas du bouche-trou, mais on a essayé de faire un truc qui a plus ou moins fonctionné, mais c'est pas. Mais moi, je sais que l'année précédente, j'ai un souvenir,
sur une réunion qu'on avait provoquée, parce que je crois que j'étais à l'époque, je devais être responsable des athlètes équipe de France en course en ligne, avec d'autres, mais je devais en faire partie. Et j'avais provoqué une réunion sur un championnat de France avec la commission course en ligne, avec des athlètes, avec aussi, et puis pour essayer de mettre un peu carte sur table sur différents trucs pour faire progresser. Et j'ai souvenir, moi, qu'en 95, donc un an avant les Jeux, on avait dit, voilà, on pense pour nous, pour notre bateau, d'avoir le potentiel de faire une médaille au championnat du monde, et donc aux Jeux par là même. Et on nous avait un peu traité d'utopistes, voilà. Donc à partir de là, ça donnait un peu le ton du truc. Et donc si tu dis à un mec qui est utopiste parce que il pense pouvoir faire un truc de grand, c'est déjà ne pas croire en lui, quoi. Et je pense que c'est ça, c'est l'idée de dire ok, tu veux faire ça, d'accord. Alors quels sont les moyens que tu veux mettre pour y arriver et quels sont les moyens qu'on peut mettre pour que tu puisses y arriver. Et c'est ça, c'est que l'encadrement soit au service de l'athlète, qui soit pas là. C'est dans ce sens-là où je verrai les choses, moi. Mais bon, c'est peut-être comme ça que ça se passe, et je l'espère. Aujourd'hui, tu suis plus du tout? Parce que moi, j'ai eu ton contact justement par Sarah, parce qu'à l'époque, en 2015 ou 2016, tu lui avais donné quelques conseils, même si c'était en dehors du milieu, en termes de technique. Est-ce qu'aujourd'hui, tu suis toujours un petit peu quelques athlètes ou vraiment plus rien du tout? En fait, pour dire, les Jeux se sont passés, donc de toute façon, c'est un peu spécial, hein. J'avoue que j'aurais eu du mal à vivre les Jeux dans un contexte épidémie, comme avec le Covid là. Mais en fait, les Jeux se sont passés. Il y avait le décalage horaire, mais franchement, j'ai dû regarder avec en différé à tout casser 10 minutes d'épreuves sportives de ces derniers Jeux. Pour moi, quand je dis c'est vraiment loin, 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 ça m'a pas fait vibrer. Je dirais les Jeux sont passés, mais ça m'a pas fait vibrer de choses vraiment au fond de moi, quoi. Voilà. Pour moi, c'est loin les Jeux. Alors après, c'est vrai que j'ai regardé un petit peu si Sarah, en fait, Sarah Guyot, je m'étais permis de la contacter. Un jour, j'étais voir mes parents, hein, parce que mes parents habitaient, enfin mon père est décédé, mais ils habitaient toujours pas loin de Tours. Elle était athlète performante, elle était du club de Tours. Bon, ben, par curiosité, on s'est rencontrés, on a discuté un peu, on a échangé. Puis après, je me dis, ben voilà, moi j'ai du recul, ça vaut ce que ça vaut. Je regarde comment tu fais, et puis après, je te donne mon avis, et après, tu fais ce que tu veux avec. Et parce que en fait, je trouve que ça peut être intéressant d'avoir le recul d'anciens athlètes. Les techniques. Un bateau reste un bateau, une pagaie, ça reste. Les formes ont changé, mais la technique, grosso modo, elle reste à peu près la même, hein. Donc voilà, je m'étais permis un petit peu à donner un retour par rapport à ce que j'avais vu. Après, bon, je sais pas si j'ai pas suivi plus que ça, on n'a pas eu de contact plus que ça, voilà. Je te dis ça parce que tout à l'heure, tu parlais un petit peu justement que si tu étais proche d'un club, tu aurais peut-être l'envie d'aider certains jeunes ou tu vois de t'investir un peu dans un club. Donc j'ai l'impression que tu as quand même Oui, encore mais un peu cette flamme un peu autour de toi peut-être de transmission, peut-être pas de montée, mais non, mais bon, après, quand tu connais les choses, quand tu as des reculs et que si il y a des gens qui sont comment dire, qui sont preneurs, ou alors si tu as la possibilité matérielle de le faire, autant le faire, hein. Moi, je suis plutôt dans la transmission. Moi, ce qui se passe, c'est que je suis loin de mon ancien club géographiquement, donc j'ai coupé les ponts par le fait que physiquement je suis loin du club. Mais comme je disais tout à l'heure, si j'habitais à proximité du club, j'aurais certainement passé un certain nombre d'années ou de temps à coacher, à rendre service, à donner un retour. Parce que quand je dis le kayak m'a beaucoup donné, quelque part, le club de Tours m'a beaucoup donné. Je veux dire qu'il y a les gens qui étaient du club m'ont beaucoup apporté. Et donc, en fait, c'est ça aussi. C'est-à-dire que il faut savoir donner, il faut savoir recevoir. Et donc, le club et le kayak de Tours m'ont beaucoup apporté. Le club de Tours, c'était un club où on était une cabane en bois, au fond des bois presque, c'est ça. Il n'y avait pas de douche, pas de sanitaire, pas de chauffage. Tu naviguais l'hiver et tu te changeais à avoir froid partout. Je veux dire, ouais, voilà, ça marque un peu. Mais c'était bien. Il y avait une âme, il y avait quelque chose dans ce club à l'époque.
C'est super. Et j'arrive un petit peu au bout de mes questions. Patrick, est-ce qu'il y a des sujets que j'ai pas abordés, que tu souhaitais aborder? Non, non, en fait, c'est assez rigolo ta démarche de vouloir, comment dire, interviewer des gens qui ont des dinosaures, quoi. Moi, je fais partie des dinosaures. Ouais, je sais pas. Moi, je t'ai dit, j'ai mon pote Chris qui va s'en occuper de podcast. À chaque fois, il me dit, pense à ton relâchement, et c'est lui qui m'avait vraiment briefé sur toi. Ouais, parce que tu me parles de relâchement, en fait. Moi, je suis parti d'une théorie. Après, chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu pagaies, tu passes un tiers du temps avec la pagaie hors de l'eau, dans l'air. Donc, sur une course qui fait, je vais dire, 3 minutes, par exemple, tu passes 1 minute avec la pagaie qui est hors de l'eau, dans l'air. Donc, c'est pour ça que le relâchement, j'ai toujours dit que c'était important. C'est-à-dire que tu as 1 minute pour te reposer. C'est juste à analyser. C'est-à-dire que tu as 1 minute où tu vas pagayer à droite, 1 minute que tu consacres à pagayer à gauche, et 1 minute où tu as ta pagaie qui est en l'air. Et cette minute, il faut la mettre à profit, quoi. Et ça, enfin, c'est juste à réfléchir, ça. Et en course en ligne, hein, parce que bon, en descente, c'est la même chose, mais il y a d'autres paramètres. Il y a le fait que l'eau se modifie, ça bouge. Mais il faut imaginer que sur un plan d'eau où il n'y a pas de vent, rien, ce temps-là où tu décroches la pagaie à droite, puis tu vas aller planter ta pagaie à gauche, si tu relâches bien tes bras, c'est 1 minute où tu peux te reposer. Et en fait, la différence, elle se fait là. C'est-à-dire que sur les 20 ou 30 derniers mètres de ta course, quelqu'un qui a mis à profit ce temps de relâchement, il a encore des capacités physiques pour pouvoir appuyer énormément d'un côté ou de l'autre. Tu vois la démarche? Ouais, tout à fait. En fait, il reste beaucoup plus d'énergie si tu arrives et je le vois parce que des fois, j'arrive, entre guillemets, à relâcher et des fois, non. Et quand je relâche, je sens tout de suite que je finis la série dans un meilleur état que quand je Voilà, relâche c'est-à-dire pas que, avec le crisp. mais voilà, c'est-à-dire que si tu contractes un muscle en permanence, il se fatigue. Et c'est ça aussi. Alors après, ça peut être, faut jouer techniquement sur le mouvement, sur l'extension, etc. Enfin, mais voilà. Mais juste et déjà avoir à l'esprit que quand tu navigues, voilà. Et puis les exercices. Moi, je me faisais bien sur des exercices du style. Tu peux t'amuser à le faire et tu vas voir que c'est plus compliqué qu'on le croit. C'est d'aller le plus lentement possible. C'est-à-dire inverser. C'est-à-dire que tu vas pagayer, mais au lieu de pagayer avec des fréquences de 80 ou 100 de fréquences, pagayer avec des fréquences de 3 coups, 4 coups pagayés par minute. 3 ou 4 coups? Bah, mais t'as quelle vitesse alors? T'as rien du tout, mais là. non, mais je veux dire, mais c'est vraiment tout est lent, enfin 3, j'exagère, mais allez, 10 coups de pagaie minute. C'est vraiment, tu analyses toutes les petites facettes de ton mouvement, et puis t'as aucune stabilité dans ton bateau, vu que le bateau n'a pas de vitesse. Et d'avoir sa pagaie en l'air, d'essayer de trouver le relâchement, de vraiment faire l'inverse, au lieu d'aller vite, d'aller le plus lentement possible. Pagayer en marche arrière, pour essayer de faire d'imprimer le cerveau pour voilà. C'est des petits de jouer en fait. Quand je dis le kayak c'est un plaisir, faut que ce soit du plaisir, faut que ce soit un jeu. L'objectif n'est pas que enfin la performance, elle doit aussi passer par le fait de prendre du plaisir. C'est ça aussi, quand je dis la vie de couple en équipage, c'est vraiment, il faut vraiment avoir une envie, et c'est voilà, l'envie de s'entraîner, l'envie de naviguer, l'envie d'être à fond, voilà, c'est ça. C'est avoir de l'envie, d'être gourmand. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. T'as 10 coups de... Ouais, je pensais pas que t'allais aller si... C'est plus compliqué que ça à payer lentement. Tu essaieras. Ah ouais, parce que t'as envie d'accélérer. Tu vois, je vois ce que tu veux dire. T'as envie d'accélérer. Et là, tu ralentis tellement que... Et donc, ça t'est Et arrivé de ça, faire des séances comme ça? ah oui, dans une même séance, de m'amuser à chercher des choses. Mais ça, il faut le faire sur un plan d'eau où il n'y a pas un pet de vent, donc tu n'as aucune perturbation et t'as pas ton bateau, il glisse, et puis sentir ce qui se passe dans le bateau, dans ton corps, dans la pagaie, et que en fait que la pagaie, le bonhomme et le bateau ne fassent qu'un. C'est ça, tout fasse corps, quoi. Donc vraiment c'est ça. Donc dans l'aspect technique, c'est ça. C'est moi je conçois beaucoup de recherche là-dessus. Et c'est évident que si j'avais été, pour revenir à côté du club de Tours, j'aurais beaucoup œuvré certainement dans cette démarche-là et j'aurais donné. Maintenant, bon, voilà,
je suis pas là. Puis je fais d'autres trucs. Il y a plein d'autres trucs à faire. C'est pas grave. Mes journées elles sont trop courtes pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Super. Encore merci de ton temps. J'ai mis le temps avant de faire sur le podcast, mais tu m'as donné plein de pistes que je vais réécouter à froid. C'était cool. Si jamais il y a des personnes qui veulent te contacter à la suite du podcast, sait-on jamais, est-ce que je peux mettre ton email, par exemple? Oui, tu peux. Super. Je ferai ça. Ça peut être le moyen de justement de reprendre contact avec des gens avec qui on a passé quand même des moments forts. Parce que je pense que quand tu es en équipe de France, tu passes des moments vraiment très forts. Même si, comme je te le disais tout à l'heure, le jour où tu arrêtes, tu t'aperçois que tu n'existes plus. Donc ça, c'est le revers de la médaille. Ouais, après, je te dirais, mais c'est un peu le cycle de la vie. Tu sais, quand tu es dans un milieu, tu fais ça. Et si tu changes de milieu, c'est difficile après. Tu vois, si les gens continuent, forcément, tu sors de leur groupe, quoi. Ouais, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait. Oui, mais bon, il y a des gens avec qui, toi, je sais pas si c'est que tu le vois, mais il y a des gens que tu vois peut-être une fois ou deux fois par an, et quand tu les vois, tu as l'impression de l'avoir vu la semaine dernière. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de rupture, et donc ça, non, mais c'est comme ça. Mais la vie, comme tu dis, la vie elle est faite comme ça. Et puis il faut évoluer dans ses relations aussi. Tout à fait. Et j'espère que les auditeurs auront été contents de cet échange, et puis on se retrouve en tout cas nous autres la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci encore Patrick de ton temps, c'était un vrai plaisir. Salut à tous. Merci à toi. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.